Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Patrice Riverain et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Messieurs, bonsoir! Bonsoir. Bonsoir. Grosse émission chargée aujourd'hui parce que, veux pas, l'été, ça avance. Il y a des sorties en salle de plus en plus. Il y a des nouvelles qui sortent. Il y a des événements qui se produisent. C'est une période faste. Pourquoi chaste? Elle est pas chaste. Non, elle est pas chaste, pas en tout. Elle est faste. Non, elle est loin d'être chaste. Ouais. Mais faste en tabarouette, en toutes sortes de trucs geeks. Puis ça, c'est encourageant, puis c'est le fun. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Page Facebook. Les autres moyens de nous écouter, Alan? Ben, j'ai aussi une page Instagram où je ne ferai pas de prendre des photos de tout ce que je lis. Ça veut dire beaucoup trop de photos. Beaucoup trop de stock, oui, effectivement. Ouais, effectivement. Ça coûte cher, cette page Instagram-là? Ouais. En tout cas, c'est pas grave. Mais sinon, on est toujours disponible. Tous nos épisodes sont disponibles sur Balado Québec. Sinon, on peut nous suivre sur SoundCloud. On est sur Spotify. On est sur Google Play Music. Malgré le fait que c'est pas toujours facile avec Android puis Google. Là. Le dernier épisode n'a jamais loadé là-dessus, mais pourtant, iTunes, on est toujours là. Pourtant, on n'a jamais parlé contre Google. Je comprends pas pourquoi ils nous ciblent. Ben non, il y a plusieurs personnes qui ont problème avec ça. Mais sinon, une des meilleures façons reste encore qui l'ont toujours super vite, c'est Spotify. Effectivement. Et même si en version gratuite de Spotify, vous n'avez pas de publicité. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Personne ne veut interrompre mes deux collègues. C'est pas le fun d'interrompre nos collègues pendant qu'on parle de sujets si intéressants, si passionnants et si surtout très importants. Et surtout des événements que tu as manqués. Chris. OK, on va commencer avec ça. Kevin Eastman t'entend encore à son bureau. Je sais. Ah, il va falloir que je la compte, cette histoire-là. Mais effectivement, en fin de semaine, c'était le Montreal Comic-Con. Et c'était génial. Le Comic-Con de Montréal, pour les francophones. Et j'étais supposé m'y rendre avec toi, Pat. Là, oui. On voulait que tu viennes, puis finalement, t'as choqué comme d'habitude. Mais ça, il n'y a rien de surprenant pour les auditeurs. Absolument rien de surprenant. Effectivement. Ce qui est surprenant, par contre, c'est que moi, je l'ai manqué. Oui, parce que tu as agi comme un con. J'ai agi effectivement comme un con. Je pratique aussi dans les nombreux hobbies que j'ai, la photographie. Et qu'est-ce qui est le plus cave qui peut arriver à un photographe? C'est pas regarder où ce que tu recules. Et reculer et tomber en bas d'un pont. Ce qui m'est arrivé. Si vous voulez savoir comment ça s'est passé, là, écoutez la finale de Hot Shot 2, Rowan Atkinson, là, c'est exactement la même chose. C'est la même affaire. J'ai voulu me reculer avec mon objectif 50-200 mm, puis j'ai reculé, puis à un moment donné, j'ai reculé dans le vide et je suis tombé en bas d'un petit pont de 5 mètres et je me suis pété le dos, ainsi qu'un petit orteil. En fait, l'orteil à côté du gros orteil. Et c'était la journée avant qu'on parte pour le Comic-Con. Et le soir, j'ai crié au gars, désolé, je pourrais pas être là, je suis sur le Diledid et j'aurai une grosse fin de semaine couché dans mon lit. Donc, j'ai manqué le Comic-Con. Mais ce que vous ne saviez pas, et je pense que je te l'ai dit, Pat, je l'ai écrit je l'ai pas écrit juste à Alan, c'est que dans la journée de samedi, je reçois un téléphone. Et comme d'habitude, mon téléphone est sur le vibreur, donc je l'entends pas, mais à un moment donné, je vois bien que j'ai un message enregistré. Donc, je m'en vais dans ma... Je l'ai-tu effacé? Je pense que je l'ai effacé, en tout cas. Je m'en vais dans ma boîte vocale et « Bonjour, Monsieur Côté. Vous aviez demandé une entrevue avec Kevin Eastman, donc le co-créateur des Ninja Turtles. Ce sera possible de le faire. Pouvez-vous m'indiquer où est-ce que vous êtes dans la convention? On va venir vous chercher. » Il y avait tellement de monde dans, dans sa file. Là. Puis il y avait une foule là, quand il est arrivé. J'étais chez nous. J'aurais eu genre un 12 minutes seul avec... Et assurément que j'aurais pu y glisser mon TP, genre, pour qu'il signe au travers, là, puis j'aurais pas attendu. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai manqué, puis c'est de valeur. Mais je suis content de t'entendre dire, par contre, qu'il y avait beaucoup de monde, parce qu'il y a 2 ans, il était au Comic-Con de Montréal, et il y avait personne. Il y avait presque personne. Et ça m'avait fait de la peine. Ça m'avait déçu parce que je m'étais dit, ça reste un événement de comic book. Puis le seul artiste de comic book qu'ils ont, de renommée internationale, qui vient, personne ne se présente à la table. Mais il était chanceux. Par exemple, le monde du Comic-Con de Montréal, là, le mercredi d'avant, sortait Teenage Mutant Ninja Turtles numéro 95, qui va être un numéro qui va être historique. Puis Kevin Eastman était comme dans la place.
Ah, c'est ça, c'est le timing le plus parfait parce qu'il est encore très actif dans la série de IDW. Il contrôle encore beaucoup de choses sur le produit. Puis on va se le dire, c'est probablement l'une des très, très... Je sais pas que tu l'as pas lu encore, il va falloir que tu t'y mettes parce que c'est vraiment une des très bonnes séries actuellement dans le monde des comics. Oui, c'est une Je suis excellente pas série. déçu, Puis là. Kevin Eastman, tout ce qui touche les Turtles, il est impliqué là-dedans. Comme ils ont ressorti, comme je vous ai parlé du Kickstarter, de la nouvelle version du jeu de société, il est impliqué aussi là-dedans. Puis même dans le premier Kickstarter, il était toujours aussi impliqué. Tu peux payer à un certain montant pour avoir une version du jeu exclusive de lui, parce que c'est lui-même qui fait les cartes. Ah, ça, c'est cool, par exemple, parce que... Mais ça coûte cher. Mais hein. il tient les rênes de son produit, puis sais-tu quoi, c'est bien correct de même. Mais la première fois qu'il a passé à Montréal, j'avais été déçu. Donc, j'ai déjà fait dédicacer des choses par lui. Je l'aurais probablement fait dédicacer encore, mais j'ai manqué ma chance. Par contre, Pat, toi, tu y étais. Mais je te dirais, tu dis que c'est une occasion manquée. Pas nécessairement. C'est peut-être une occasion manquée, mais c'est une opportunité qui est ouverte. Parce que si tu as été capable de solliciter une entrevue, ça ne veut pas dire que c'est la dernière. Ben non. Et ça, c'est ça que ça ouvre comme porte. C'est-à-dire, si celle-là a marché en le demandant, ben ça veut dire qu'on va peut-être être capable, par ton entremise, de pouvoir en avoir d'autres. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est de voir, malgré ta tragique chute. Ma tragédie. Ta tragique chute à la John Wick. Oui, j'ai survécu aussi. Oui, tu as survécu aussi. Malgré ça, tu sais, vois quand même, il y a une couple d'affaires positives qui sont assez cool. Et là, moi, c'est le faste du Comic-Con. Vendredi, on arrive. On a décidé, dans un coup de tête, d'y aller 2 fois, d'aller le vendredi, d'aller le samedi. Ouais, c'est un coup de tête, ça, parce que moi, je vous ai vu arriver le vendredi, puis là, j'ai dit, c'était pas prévu, ça, dans le voyage que moi, je peux... OK, t'avais déjà ça dans la tête. J'avais déjà ça dans la tête, mais j'avais pas dans la tête qu'il ferait aussi chaud à Montréal. OK. Écoute, puis surtout qu'en plus, là, j'ai eu une idée de débile. Là. Mon frère est sur le plateau, vraiment vers le fond du Mont-Royal, là, de la rue Mont-Royal. Puis là, je décide de partir avec... On va dans une boutique, tout ça, j'achète 2 vinyles. Puis là, je dis, fuck, je vais pas aller au Comic-Con avec ça. Je retourne chez mon frère, donc je me fais un aller-retour de 15-20 minutes. Et là, j'ai chaud en tabarnouche. Puis là, j'arrive avec ma serviette de golf mouillée dans le cou au Comic-Con. J'ai été de même au Comic-Con toute la soirée. Et là, c'était super trippant parce on avait décidé de séparer nos affaires en une soirée américaine puis le samedi pour les Québécois. OK, donc vous aviez clenché tout le truc international, l'américain, etc., le vendredi. Exactement. Puis là, tu sais, moi, je déambulais tranquillement, pas vite, en voyant telle affaire, en arrêtant au kiosque de marque de Comic Hunter. Puis là, écoute, leur service n'a pas de bon sens, là, tellement ils sont géniaux. Ils m'avaient réservé des trucs que j'avais cherchés. Puis ça a été une discussion super le fun en disant « Ah oui, écoute, il dit, hésite pas, tu cherches de quoi, tu sélectionnes ce qui te tente, on va le chercher pour toi. Tu veux te débarrasser d'une telle série ou de 2-3 boîtes. » Il dit « J'achète tout. J'achète des t-shirts usagés de super-héros, j'achète des peluches, j'achète n'importe quoi. » Ah, mais c'est bon à savoir, ça, pour ceux Vraiment. qui nous écoutent, qui ont encore Exactement. des fonds. Par exemple, moi, je fais des collections de TP maintenant. Je n'ai presque plus de numéros. Fait que tu es en train de me dire que si j'ai des séries complètes, je pourrais lui envoyer. Puis on a eu une discussion chaleureuse et le fun parce qu'ils se souvenaient de nous autres. Ils trouvaient que la gang du Saguenay, on était un peu pété de monter pour aller là, tout ça. Puis là, tu sais, moi, je continue de déambuler. À chaque fois que je voyais une figurine de Godzilla ou qui est liée à la thématique, je virais fou. Là, tu sais, j'aurais pu dépenser 2000$ de figurines de Godzilla. Ça, les budgets sont illimités quand tu vas là. Exact. Tu peux dépenser, tu peux flamber de l'argent. Là. Je me promène, puis là, j'arrive dans l'allée des artistes, puis je fais mon petit zigzag et je tombe face à face, tout seul, tranquille, en train de parler avec une belle jeune femme, avec Troy Little. Troy Little, c'est le gars qui a illustré les BD de Rick and Morty versus Dungeons & Dragons. Okay. Là, il jase, il est avec elle, il trippe, il fait des petits dessins pendant qu'il jase avec elle parce qu'elle le connaît, puis il parle de différentes séries. Puis là, il dit ça, c'est mon coffret, édition limitée, là, super rare, là, des couvertures alternatives de la série Rick and Morty versus Dungeons & Dragons. Et là, au moment où il se tourne vers moi, parce que j'ai déposé mon sac sur la table d'Azarello qui n'est pas encore arrivé, je sors le même coffret édition limitée, puis là, je lui demande, je peux-tu le faire dédicacer? Wow! Écoute, il a pris son crayon, puis là, il m'a signé Troy Little sur chacun des numéros. Puis après ça, il m'a fait un sketch là, de... Ça, c'est incroyable. Fait qu'il a été généreux. Oui, il a été super sympathique. Puis là, surtout qu'on a jasé, là, il me montrait des couvertures de la 2e série qui s'en vient. Il me parlait du jeu de société qui s'en vient, basé sur la thématique Rick and Morty versus Dungeons & Dragons. Écoute, il était hyper sympathique. Fait que tu l'as eu à toi pendant un certain temps. Ah oui. Mais là, tu as mentionné la table de Brian
Azzarello. Et là, l'affaire, c'est qu'on sait que Brian Azzarello arrive parce que, bon, un autre de nos potes qui est avec nous autres, Jean-Nic, qui est là, puis lui, il vient me rejoindre, puis on se dit, là, on fait la file. Mais si tu nous, là, pour ceux qui nous écoutent qui ne savent pas qui est Brian Azzarello... Brian Azzarello, c'est un grand scénariste qui a travaillé sur énormément de séries. Vous avez sûrement déjà lu du Brian Azzarello du si Brian vous avez Azzarello, Batman Broken City, Batman Damned, Superman for Tomorrow, 100 Joker, Bullet, Joker, Lex Luthor, Man of Steel. Et souvent, Brian Azzarello a fait un tandem avec Lee Bermejo, qui a un style qui est hallucinant, qui a travaillé sur beaucoup d'affaires avec. On va se le dire, du Brian Azzarello, c'est un peu comme Grant Morrison. Il est capable du meilleur comme du pire. C'est comme du pire. Il peut faire de la grosse scrap, comme il peut faire quoi de super génial. Puis là, l'affaire, c'est que ni moi, ni Jean-Nic, on se souvenait de lui. Puis là, on voit arriver un espèce de monsieur qui a l'air... Il y avait une drôle de veste semi-treillis militaire avec des ganses dans le dos, là, qui faisait comme veste de pêche treillis militaire, avec, bon, moi j'ai une espèce... barbe, sa longue barbe blanche, comme un long bouc blanc, tout ça, avec une casquette. Il y avait un drôle de look un petit peu survivaliste, là, de trucs apocalyptiques atomiques, là. Et là, bon, tu sais, on s'avance, puis il y a un gars, il y a un gars qui fait comme la file pour empêcher que Troy Little soit dérangé par les gens. Je trouvais que c'était une belle preuve de respect. Puis il y en a un autre, il y a son agent qui est là, qui a toujours dans les mains une foutue liasse de billets d'argent canadiens, et que là, on commence à catcher, moi puis Jean-Nic, que ça va coûter quelque chose. Ça va coûter quelque chose. Puis parce qu'il faut juste dire aux auditeurs, dans des Comic-Con, moi j'ai déjà eu des dédicaces de Jim Lee gratuites. Moi aussi. Des dédicaces d'Azzarello gratuites. Oui, des dédicaces de certains Pat Lee gratuites. Puis tu as des dessinateurs qui arrivent puis qui vont mettre un petit affiche ou vont mettre un petit pot puis ils vont dire contribution volontaire. Ou encore, tu as Kevin Eastman, premier item gratuit, second item 10$, troisième 15$, quatrième 20$. Et là, tu sais, tu as Azzarello, puis là, on tourne le coin, puis là, on voit l'affiche Batman Dame, 30$ la dédicace. Si, par exemple, le comic a été évalué CGC, c'est 60 ou 65$ le comic, puis tu avais les autres titres tout seuls, c'était 10$ la dédicace, puis il y avait un autre prix d'une autre affaire qui était à 20$. Alan, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que Batman Damned numéro 1, qui est le premier titre de Black Label dont on vous parle souvent. C'est le premier titre officiel avec le Bat Dick qu'on n'aurait pas arrêté, le pénis de Batman qu'on n'aurait pas de parler. Ce qui arrive, c'est que ce numéro-là, il est sorti, puis s'il est signé, puis CCG 9.8 en montant sur eBay, il va se coter entre 4 et 600 US. S'il est signé par Lee Bermejo aussi, il va sauter le $1000 US. C'est récent, là. Parce que DC, dans leur folie de cave, parce qu'il y avait un pénis dans une bande dessinée 18 ans et plus, ils ont décidé de censurer la BD et de ne plus jamais la réimprimer. Ouais. Ce qui fait qu'ils ont créé un item ultra rare qui ne se retrouvera plus jamais, que tout le monde s'est garoché. Et là, Azzarello, ça va faire 6 mois qu'il se fait écœurer dans toutes les conventions pour signer pour que le monde la revende après. Puis lui, en plus, ne fait pas une crise de scène là-dessus. Parce que dans le fond, la valeur est artificielle. Parce que DC décide de sortir un TP dans lequel finalement il décide de le mettre, le pénis. S'il touche un pourcentage des ventes, il vient de perdre toutes ses ventes subséquentes parce qu'il n'y aura plus de réédition. En plus. Et si, admettons, DC... Parce que la valeur d'un comic aussi, c'est très spéculatif. Le jour où DC décide de rééditer un TP avec le pénis de Batman, ça a une influence sur le premier numéro qui était... le fait que ce soit banni, le fait qu'il n'y en ait plus, qu'il ne soit plus réimprimé, c'est là que sa valeur... Et tu me confirmes, Pat, que là, c'était la folie pour des Batman numéro 1, Batman Damned. Je sais pas si c'était la folie, puis ça, c'est le problème. En plus, on est chanceux, ils chargeaient pas cher. Parce que si on va en Europe, là, on a parlé de la Batman de Marini. Oui. Ce gars-là, avoir... Dark Prince Charming. Un petit dessin, là, 150. Ça peut aller chercher dans 500$ en montant. Ouais, je sais. Si tu demandes une commission, là, c'est plusieurs milliers d'euros. Ah ouais. Moi, j'avais poussé ma loc avec Jim Lee qui signait gratuit, puis j'avais demandé un petit sketch sur ma bande dessinée, quelque chose d'original, puis il m'avait fait un bonhomme sourire, puis il m'avait regardé avec un clin d'œil, en voulant dire, tu sais, man, je commencerai pas ça, parce que je m'en sortirai pas. Fait que le gars a mis un prix spécial pour la bande dessinée. Pour ce numéro-là. Parce que ça le fait chier. Il y avait probablement un prix, c'est ça l'autre prix que je me souviens plus c'était quoi. C'était les autres tomes de Batman Dame qui avaient peut-être une signature numéro 2, numéro 3. Numéro 2, 3, 4, là, genre. Okay. Mais là, l'affaire, c'est que ça avait l'air clairement de le faire chier. Puis, ce qui était particulier, c'était de voir les deux côtés de la pièce, les deux visages qui s'allumaient autrement. T'sais, il s'est transformé en double face. Oui, double face.
une signature de Batman Dame qui était plutôt blasée puis qui avait l'air à dire « sac ton camp plus vite ». Et là, je sors mon premier trade paperback de 100 Bullets et là, beaucoup plus sympathique, il me dit « ah, cool, je te le signe à quel nom? » Il me l'a dit en anglais, bien entendu. Ce qui confirme, dans le fond, qu'il y a des artistes qui ont des pièces ou des trucs que ça ne leur tente pas de voir parce qu'ils t'identifient comme quelqu'un qui était peut-être en train de monnayer quelque chose. Puis celui qui reconnaît le gars qui est « OK, toi, tu me suis depuis longtemps. Là. Tu m'as vu, tu m'as lu dans 100 Bullets. T'es un vrai. » Ben, comme on avait vécu l'année passée avec Sean Murphy, que j'avais acheté ces gros hardcovers, tu sais, qui sont limités à Tokyo Ghost puis American Jesus. Pas American, c'est Punk Rock Jesus, c'est que je me mets là. Ce qu'il avait écrit dans ses pages à la fin fait comme, si vous vraiment vous payez pour ces hardcovers-là, vous êtes des malades, puis merci beaucoup. Je fais comme, il écrit ça, mais moi, je les avais achetés sans savoir. J'arrive là-bas pour les faire dédicacer. J'y mets les 2 volumes d'en face. Le gars, il bouge plus, il me regarde, il fait comme, sérieux, t'as acheté les 2? Il fait comme, wow, merci beaucoup. Ben, il voit donc la différence. La différence. Puis là, j'arrive comme en diagonale et je vois qu'Yannick Paquette est à la table. Ça, c'était l'autre mission que moi, je t'avais donnée. Parce que là, il y avait Azarello que je t'avais donné. Puis tu m'avais donné une mission de Yannick Paquette. Yannick Paquette, il nous est souvent arrivé, par exemple, d'être là au mauvais moment, de ne pas avoir bien spoté par exemple, notre horaire, tout ça. Puis là, il n'est pas facile à prendre. Écoute, ça fait 2 ans qu'on y court après. Il n'est pas facile à prendre. Puis là, j'arrive, puis là, j'ai tabarnouche, il est en face de moi. Puis, tu sais, on connaît son visage. Il y avait-tu plein du monde? Il y avait 1 ou 2 gars qui étaient là, puis même, tu sais, je suis arrivé en avant avec tes 2 BD, puis l'autre gars s'est même tassé parce que je pense que c'était quelqu'un qui faisait juste jaser. OK. Donc là, j'arrive, puis là, tu sais, j'y jase, j'y parle que, tu sais, tu l'avais passé. On l'avait eu en entrevue. Il dit « Ah oui! » Bon, encore un autre qui faisait référence au gars du Saguenay, puis qui trouvait qu'on était peut-être un peu débile de monter un Comic-Con juste pour ça. Puis là, j'ai dit, ouais, mais c'est ça justement qui est le trip de monter, de venir vous rencontrer, de triper. Puis là, il me faisait des références dans un camp pour jeunes. Quand tu étais plus jeune, il était venu à Charlevoix, Saguenay, connaissait le lac, tout ça. Fait que c'était trippant parce que c'était un échange qui a été rapide, cool puis sympathique. Puis tu as réussi à me faire signer mon Wonder Woman Earth One, puis je suis vraiment content. Oui, puis ben même l'autre signature là sur le Batman sur que j'ai acheté expressément. Oui, ben je la trouve le fun la façon dont il l'a spoté. Il l'a mis comme sur le côté, il y a son coin là. C'est comme bien choisi là. Je trouvais que c'était une maudite belle signature aussi. J'étais super content après ça de t'envoyer les photos pour te montrer que c'était fait. Oui, pendant que moi je souffrais. Oui, et là, à côté de tout ce beau monde-là, vraiment sur la même table, tu avais Troy Little, tu avais Brian Azzarello, et après ça, tu avais la table de la gang de Front Froid. Donc, Axel Lenoir, Cab qui était là, les gars de Far Out, la gang de Jimmy Tornado. Écoute, c'était... Jake, étais-tu avec eux autres? Ou Jake était avec eux autres aussi. Écoute, c'était pour moi, puis j'en ai qui étaient d'accord avec moi, c'était l'ultime table. Mm-hmm. Ça n'avait pas de bon sens, là. Tu sais, tu pouvais... Le samedi qu'on est arrivé le matin, là, on a décidé de se promener, d'aller voir les horaires des dédicaces. Et là, il y avait comme la rangée parfaite, là. Tu sais, moi, j'ai attendu qu'Axel arrive. Elle arrive avec Cab. Je me fais photographier avec eux autres. Ils sont super. On l'a mis sur notre Facebook. Oui, vous l'avez mis sur le Facebook. Moi, écoute, je tripais parce qu'on avait des échanges de musique métal, puis stoner, puis doom. Puis leurs dédicaces, n'hésitez pas à aller les voir. Elles sont magnifiques. Je sais qu'à m'amener, ils vont peut-être devenir tellement populaires qu'ils n'auront plus le temps de faire ça, là. Mais les dédicaces qu'ils vous ont faites... Puis tellement sympathique, puis des discussions le fun avec toutes les personnes qui étaient là. Il y avait une petite fille que j'ai trouvée sympathique, là, qui était toujours en arrière de moi dans différentes files. Elle avait pris le programme du Comic-Con et elle faisait la table des dédicaces et chaque auteur signait. Son programme? Signait son nom dans le programme. C'est bon, donc, elle devait... Écoute, elle était rendue à peut-être une 12aine ou une 15aine de signatures quand elle passait à côté de moi. Là. Puis je la trouvais, elle était une petite jeune qui tripait. Là. Excuse-moi, mais outre Azzarello, est-ce que Paquette chargeait pour ses signatures? Non. Non? OK. Fait que t'as vraiment juste Azzarello qui a fait son histoire de... Ouais. Mais il faudrait voir, parce que quand je suis repassé puis que je te disais qu'il y avait énormément de monde à Eastman, comment fonctionnait Eastman? Ben, si c'était comme il y a 2 ans, c'est ce que j'expliquais plus tôt. Là. C'est puis, premier gratuit. Il y avait Jim Shooter qui était là aussi. Mais à un moment donné, j'avais fait des choix pour avoir moins de poids. Parce que, provenez-vous, là, bon, tu sais, moi, je fais une partie de Mont-Royal du plateau. Je prends le métro, je vais à la convention, je me promène. C'est pas à côté, là. C'est ça. Mon vendredi, j'ai fait 7,8 km juste dans la zone du plateau, puis le lendemain, j'ai fait 6,9. Ah, avec un dos chargé, oubliez ça. Là. Écoute,
Mais Vous avez pas pesé le sac à dos Mais de tu sais, Jean-Nic. je sais que... Ah non, j'en ai... Est-ce que Jean-Nic a encore tout dépensé son budget au premier kiosque? Pas le premier kiosque, mais le lendemain, c'était débile. Ah, OK. Il a ouvert la carte de crédit. Écoute, son sac à dos, là, il a fallu qu'on mette d'autres choses dans d'autres sacs parce qu'il n'y avait plus de place dans les 2 sacs à dos qu'il y avait. Fait que je pense qu'il avait pacté son linge. Je pense qu'il a pacté son linge dans son sac de couchage. Non, ça... Pour faire de la place. Écoute, il y avait plus de place. Mais tant mieux, regarde, il est là pour ça. Puis- Tout est là, tout est disponible. C'est ça. Puis, oui, vas-y. Je vais prendre la défense de Jean-Nic. Il y a quand même un autre chum qui avait fait une bonne commande puis qui avait donné un bon budget aussi. C'est peut-être Ok, pas fait que 100% c'est lui. pas Ça fait que c'est 100% ça qui arrive. lui, Quand quelqu'un va au Comic-Con, des fois, là, On passe des commissions. on passe des commissions, puis quand tu as du monde qui ont trop d'argent à dépenser, ben, tu te ramasses dans la marde. Effectivement. Mais c'est le fun. Moi, je sais, tu Puis fouilles, tu l'affaire, check. là, c'est... Tu tombes toujours sur de quoi que tu fais comme... Hein, crème. Oui, parce que indirectement, pour moi, là, cet événement-là, avec ma petite épouse, avec Jean-Nic, avec le fait qu'on voulait vous faire plaisir à vous deux avec vos dédicaces, puis toi qui n'avais pas pu y aller, c'était important qu'on réussisse certaines affaires qu'on Vous s'était aviez fait comme demander. des objectifs. Ah oui. Puis on voulait... Ce qui était le plus important pour moi puis Jean-Nic, c'était d'avoir les objectifs le plus vite possible puis de faire Pour les vous dédicaces. libérer. Pour se libérer, pour être certain de les avoir. Parce qu'on s'était fait des alarmes avec l'application du Comic-Con, puis on était capable de savoir quand ça popait pour dire là, il est arrivé à sa table. Puis elle est quand même efficace en passant l'application du Oui, monde. super bien faite, sauf le fait pour essayer de trouver des stands, parce que le plan, je n'ai pas compris comment Ah, le plan, il est fonctionnait. tout croche à tous les années. Je n'ai rien compris du plan. Ouais. Mais ce qui était délirant, là, c'était de voir cette communauté-là qui est ensemble, qui tripe ensemble, qui est hyper chaleureuse. Puis chaleureuse, tu sais, c'est plus que plus, là, parce que je tire mon chapeau là, cette année encore une fois là, à tous les cosplayers et les cosplayeuses qui ont osé arriver costumés. Ah, il y Et en avait des surtout- beaux, hein? Et surtout, ceux et celles qui osaient se maquiller vendredi. Ouais, il faisait chaud. C'était terrible. Écoute, il avait l'air d'avoir un masque de cire mortuaire qui brûlait dans le visage pour Oh. certaines. Puis, c'est quoi le gros jeu de science-fiction qu'on jouait à un moment donné sur Xbox où il y avait plusieurs races extraterrestres. Tu suivais un gars qui était comme une espèce de capitaine, puis tu passais à travers Eh un portail. boy. Tu penses de Gear of War, man? Non, c'était une série... En tout cas, peu importe. c'est ça. Il était déguisé en ça? Ben, un gars que je connais qui vient d'ici, il était monté avec sa blonde et il avait fait un costume d'une des races extraterrestres avec un full face, un masque pour sa blonde. Et on les a croisés, eux autres, le samedi, et elle venait de retirer son costume. Elle a dit « J'étais en train de cuire dans mon Ah non, costume. » c'est clair. Et surtout, en plus, Maxime avait mis des ventilateurs dans le masque pour être capable de la faire toffer. Aïe aïe. Écoute, c'était épiquement chaud. Si nous autres, on avait chaud puis on était à l'air climatisé, mais quand tu étais dans les salles, dans les conférences, tout ça, tu étais vraiment... Puis parlons des Ouais, conférences. as-tu eu l'occasion d'aller à quelques-unes des conférences? Ben oui, je suis allé à une conférence sur deux tripeuses, 2 filles qui sont des fans du studio Hammer et qui avaient fait une espèce de rétrospective des films de Dracula chez Hammer avec leurs particularités. Puis ce qui était complètement capoté... Dracula AD 70. Ça, c'est mon préféré. Moi. Ce qui était complètement capoté, c'est qu'il avait fait une rétrospective de l'apparition et de la façon dont Dracula se faisait tuer. Et il y avait le Blood Smoothies. Et écoute, c'est fou, là, dans les 7 Dracula que Hammer a fait, Dracula est apparu dans une espèce de smoothies de sang à tout bout de champ, au moins 4 fois. Puis eux autres, c'était comme par exemple, il y a un film qui est complètement débile que j'ai vu, là, où tu as une fausse chauve-souris qui vole. À un moment donné, elle passe au-dessus d'une tombe et elle se met à vomir du sang. Elle s'en va et Dracula pop. Puis écoute, puis c'est arrivé souvent, tu sais, quelqu'un qui arrive, puis là, d'un moment donné, il crache du sang ou il échappe du sang. Puis là, d'un coup, t'as comme une espèce de truc qui se met à bouillir. Puis là, d'un coup, Christopher Lee est là. Donc, c'était vraiment épique, ça. C'était super drôle. Les 2 filles avaient des drôles d'échanges, très, très, très geeks. On les a comparés à ta façon de triper sur Star Wars, Alan. C'est-à-dire qu'il détestait ça? Non, c'est qu'il aimait... Écoute, il allait tellement dans les détails qu'il me faisait penser à toi quand tu es capable de nous décrire la superficie de tel vaisseau en fonction de ses réacteurs puis du nombre de petits shuttles qui rentrent dedans. Ce qui est totalement naturel. Ah oui, tout à fait naturel. C'est tellement naturel que t'aimes plus les films. Ben, c'est parce qu'ils respectent pas Star Wars. Les films comprennent plus ce qu'ils sont. Je me lance pas là-dessus. Il était super sympathique. OK.
On les a revus aussi pour une autre conférence sur la musique, puis sur le film Phantom of Paradise, avec la musique qui avait été faite par Paul Williams, un film de Brian De Palma, et là, il était complètement déchaîné aussi. J'ai vu une conférence sur Donjons Dragons où le gars, il était super tripant, puis je tripais vraiment parce que tout à l'heure, j'ai vu qu'en ce moment, là, la gang qui fait Donjons Dragons dit qu'il y a 40 millions de joueurs à travers le monde et que c'est très, très, très assez égal au niveau des hommes et des femmes. Et je vous le confirme, dans la salle de conférence, il y avait autant de filles que de gars. Et ça, c'était vraiment, vraiment Ça, c'est cool. une bonne nouvelle. Ma blonde puis Jean-Nic ont fait plein de conférences. On a fait ensemble celle de Tom Felton, le gars qui fait Drago Malfoy dans Harry Potter. Il était super sympathique, déchaîné. Il a joué 4 tunes, tabarnouche, avec sa guitare. Vraiment, vraiment cool, le gars. Après ça, ma blonde a vu Elijah Wood qui était survolté, qui délirait, qui est peut-être la personne sur la planète qui aime le plus la poutine au monde. Ah oui, il est allé à la conférence d'Elijah Wood? Oui, d'Elijah Wood. Cool, il est allé à la conférence de Lana Parrilla, celle qui fait la méchante dans Once Upon a Time. Charmante, sympathique, super drôle. C'est cool, ça. Elle est allé à la conférence de Robert Sheehan, le gars qui fait un des personnages d'Umbrella Academy. Puis lui aussi était déchaîné. Et j'en ai qui est allé à la conférence de Michael Madsen, qui rentre en chaise roulante, qui a l'air à pas trop vouloir être là et qui explique au début de la conférence qu'il s'est pété la gueule dans un truc d'escalade, qui s'est pété une jambe et qui est là et qui raconte toutes sortes d'affaires, d'anecdotes de films et qui est hyper déchaîné et que pour lui, un des films qu'il a le plus aimé faire, c'est le premier Mon ami Willy. Parce que il a été obligé de leur demander, mais là, c'est sûr qu'il manque des pages à mon script parce que là, tu sais, j'étais un père de famille, puis est-ce que je le tue, Willy? Fait que là, il dit non. Il dit, écoute, je capotais parce que j'étais comme à contre-rôle, puis j'étais un fin, j'étais un gentil. Est-ce que je décapite Willy? C'est ça. Mais écoutez, ça, là, c'est un autre des tu sais, t'as les gens, t'as la communauté, t'as les auteurs, t'as les dédicaces, et après ça, t'as les acteurs, t'as les personnes qui ont des questions des fois très pointues. louches. Écoute, il y a une fille qui s'est pointée puis qui a demandé à Tom Felton, écoute, je te mets en situation, comment tu réagirais si tu sais que ta femme va mourir dans un mois? Pourquoi on veut savoir ça? Je le sais pas. Parce qu'eux autres, ils voulaient savoir s'ils réagiraient comme Drago Malfoy ou s'ils se basaient sur... Oh, mais c'est pas Drago, là. Je le sais, puis c'est ça qu'ils essayaient de leur expliquer en comprenant pas c'était quoi leur question, puis que tout le monde disait « le malaise, mon Dieu ». Puis là, tu sais, c'était vraiment étrange, parce que on dirait que les geeks ou les geekettes, par moment, ne sont pas capables de faire la part des choses. Ils dissocient plus rien. On voudrait saluer Leonard Nimoy qui a tué son personnage à cause de ça. Oui, effectivement, parce que là, il était plus capable, là, le monde était plus capable de penser à autre chose que M. Spock. Tu sais, écoute... On se met à la place de ces acteurs-là, de ces interprètes-là, de ces actrices, des gens qui sont là-dedans, et je ne peux que saluer leur générosité. Puis le fait qu'ils sont souvent en train de faire ça, là. Tu sais, ils vont faire des tournées. Mais dans ta fin de semaine, tu n'as pas vu William Shatner, parce que lui, il était prévu uniquement pour dimanche. Il était prévu uniquement pour dimanche. Écoute, imaginez, là. Moi, je m'étais... Quand j'ai fait le relais pour la vie, que j'ai fait mon 20 km, je me suis probablement claqué le muscle d'un mollet, puis derrière un genou. Et là, le vendredi soir, quand on est revenu chez mon frère, j'avais le même mal. Donc, je me suis clenché tout le samedi comme ça. Et à un moment donné, je leur disais, marchez moins vite. J'ai comme de la misère à marcher un peu. Et j'ai encore mal en ce moment. Si vous me regardez descendre les marches, on je va vais s'en boiter. rendre compte. Ouais, exactement. C'est pour ça que je faisais la rampe. Je prenais la rampe. C'est et pour là, ça. Ma sœur me texte toute la fin de semaine en me disant, mon Kirk, mon capitaine Kirk, je veux une photo de mon capitaine Kirk. Mais il est juste là, dimanche. j'ai dit, elle est folle, je veux m'en aller dimanche, moi. Écoute, on a douté jusqu'à 9h le samedi soir. Pour savoir si vous alliez y retourner le dimanche. Ouais. Puis finalement, vous avez pris la décision de ne pas y retourner. Finalement, vous aviez fait le tour. Ouais. Vous aviez fait le tour. On n'avait plus une scène. Avant de se passer dans un autre sujet, si je te disais le point positif puis le point négatif, mettons, de cette convention-là cette année. Point positif, la chaleur des auteurs, le trip d'être avec une belle communauté, toutes les affaires, le fun. Point négatif, le délire de certains numéros durs à trouver puis qui ont fait événement à ce moment-là. Le foutu Batman Dame qui nous a fait chier avec Azarello, puis le Walking Dead 193 qui est en une journée
alors que je le cherchais, a monté à 50$. Parlons-en, Alan, le numéro 193. Il y avait le numéro des Tortelles aussi, 95, qui, pour ceux qui voulaient faire signer Eastman. Pour vous faire un résumé assez rapidement, parce que dans le numéro 95, si vous suivez un petit peu la série de IDW, Splinter est devenu à la tête du Foot Clan. Ça fait déjà un bon petit Ça bout. fait un bout de temps, à peu près depuis le numéro 50. Et son bras droit était un assassin du Foot Clan. C'est une fille qui s'appelle Jennifer, je pense. Jennick. C'est Jennick ou On a fait de même. quelque chose qui ressemble à ça. Elle a des griffes comme. Puis elle a un Effectivement, masque. tu sais, les masses habituellement. rouges avec les griffes, ça. parce que c'est une Foot Clan assassin, puis c'est le bras droit de Splinter qui est ça. Effectivement. Puis Splinter, qui est rendu totalement trash, l'a fait vraiment assassiner du monde encore. Ah, Splinter, il est rendu presque aussi fou que Shredder. Là. Et là, ce qui arrive, c'est que dans le numéro 95, elle manque de mourir. Elle est blessée, puis pour la sauver, Donatello branche Leonardo, puis il fait une transfusion sanguine. Et le problème, c'est que le mutagène a une réaction directe, puis elle devient une tortue. Elle devient donc la 5e Tortue. La 5e tortue, c'est que Fuck Vénus, qui a été une dôme qui a été créée à une période douteuse des tortues. Une période qu'on a tous oubliée grâce à Men in Et Black. dans le numéro 95, Jennica est née. Mhm. Donc, ça, c'est arrivé la semaine avant le Comic-Con de Montréal, ce qui explique la file qu'il y a eu devant Kevin Eastman. Et dans la même semaine, ben, il y a Robert Kirkman, où ce que tout le monde attendait le numéro 193. La fin était prévue, tout le monde attendait pour à peu près le Walking numéro Dead. 200. Mhm. Dans le preview, il y avait des numéros 194, 195 qui étaient prévus. Mercredi, la semaine passée, les détaillants reçoivent le comic, ils ouvrent ça, le numéro ne fait pas 30 pages, il en fait presque 80, 71 pages. Dessus, c'est écrit The End. Oh oh. Là, ils font What the fuck? Ils checkent le prix, c'est un 80 pages, il est à 3,99 aussi. Ils feuillettent, ils font comme est-ce que la série est finie? C'est que Robert Kirkman, il a décidé de finir sa série sans avertir personne. Personne ne savait que c'était le dernier numéro. Donc, si vous suivez comment ça fonctionne dans les commandes de comics, le preview, c'est 3-4 mois d'avance? C'est 3 mois d'avance. 3 mois d'avance. Donc, si vous ne le saviez pas que la série finit, C'était impossible de coder d'avance. Ça fait que Robert Kirkman, qu'est-ce qu'il a fait en décidant de finir sa série comme ça? C'est parce que lui, il aime beaucoup faire de l'événement puis du spectaculaire pour surprendre le monde. C'est qu'il a fait, je vais donner le dernier numéro aux fans, au monde qui ceux me qui suivent me encore. suivent, ceux qui ont la série déjà de commander 3 mois d'avance. Effectivement, tu sais, ceux-là qui me suivent à peu près depuis le début, qui m'ont jamais lancé, puis tout, je leur fais une fleur. Parce que, tu sais, la personne qui voulait le 200 parce que c'était le dernier numéro, là, elle n'a pas commandé le 193. Effectivement, comme Spawn, le 300 qui va être un milestone au niveau du comic indépendant, ça va être le premier le premier comic indépendant qui pogne le 300. Puis, exemple, je pense que je te l'ai commandé. Ouais, pas toi aussi. Tu sais, Bon. j'en ai commandé 4-5 copies à peu près, là, à peu près comme n'importe qui va faire, parce que puis vu que le marché va être sursaturé, ben, Il ne vaudra pas grand-chose. il va valoir moins. Donc, lui, il a remercié ses fans comme ça. Et au niveau de la finale, le monde pensait, est-ce que ça va être de la don? Malheureusement, la BD n'était pas achetable. À 50$ Les pour prix ont monté. Les prix ont monté. Moi, je suis la série en TP. Je suis presque à jour. J'ai fait, OK, je vais faire quelque chose qui n'est pas correct. Je vais aller le lire de façon illégale, mais je vais l'acheter quand même dans 5 mois. Donc, je me justifie un peu par ça. Et sérieusement, quelle belle finale. Oui. Ah oui, mais là, de spoil personne, là. Mais je parlerai personne parce que tu sais, si vous savez un petit peu ce qu'ils sont rendus dans le Commonwealth, puis dans les derniers mois, le gros événement qu'il y avait eu, si vous êtes déjà au courant, il y a comme un saut d'une couple d'années dans le futur, puis vous voyez la communauté comment elle est rendue après les morts vivants. Parce que d'une certaine façon, les causes pourrissent, puis il y en a tué pas mal. Parce que c'est sûr qu'il y a certain qu'un jour, ça allait commencer à se laquer. Mais son écriture est toujours égale. Ça suit vraiment la gang du Commonwealth, tout ce qui s'est passé là, puis il y a toujours une ambiguïté sur ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, puis sur l'évolution des personnages. C'est un 71 pages qui est vraiment bien écrit. Puis quand tu le finis, là, tu sens pas l'impression de vouloir aller plus loin. Tu n'as pas l'impression de faire comme du AMC puis dire « Hey, on va lancer une 3e série cette année. Mhm. Un spin-off, puis tout ça. » Un autre Dans l'univers comique de Walking Dead, est-ce qu'il n'y a que la série principale? Il y a juste la série principale, il n'y a jamais rien d'autre. Donc, c'est possible de se la faire en TP quand même assez aisément. Ben, c'est parce que, en plus, une des raisons pour lesquelles il arrêté à 193, parce que moi, quand j'ai commencé la série, c'est Pat qui me l'avait fait commencer parce qu'il avait sorti des compendiums où ce qui ramassait genre une cinquantaine de numéros, c'est pas loin de 60 quelques numéros par compendium, tu payes ça à peu près 40$, une 40-50$. OK. Et c'est une brique, là. Tu sais, c'est tout aussi épais que ton Blackest Night. OK, ouais. Sauf que là, c'est un peu moins gros, là, Ouais. puis c'est du soft cover. Ça fait que s'ils mettaient ça en 4 compendiums, ça fitait avec 193 numéros. Ah! Ça fait que. Puis là, présentement, il y a 3 compendiums qui existent. Ça fait que si tu attends que le 4e sorte aussi, qui va arriver dans pas long, là, d'une certaine façon, pour en bas
200$ pour avoir la série complète à peu près. C'est pas cher. Pour 200 numéros, 200$. Pas cher, là. C'est une pièce de numéro. Puis en plus, on a un exemple, puis ça, des fois, on le voit autrement dans d'autres séries. On a un bel exemple d'un auteur qui a gardé le contrôle de sa série et qui l'a fini au moment où lui a voulu le finir, en choisissant l'événement, le punch, la façon de le finir pour lui. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il a pas fait comme les Turtles, dans le fond. C'est qu'il s'est pas éparpillé non plus sur 1 million de spin-off, là. Ouais, mais c'est parce que les Turtles, il y a un peu plus de personnages, d'une certaine façon, qui ont de l'importance, puis ils ont plus d'histoire. C'est parce que lui, il a toujours suivi une gang qui était semi-principale, puis on va quand Il y même... a toujours façon de trouver des spin-offs, Alan. Tout le temps. Ouais, mais c'est La parce que lui, brindille que t'as tassée peut avoir sa propre série. c'est parce que lui, il n'en avait pas besoin. Tu sais, c'était sa série, puis il voulait pas la perdre non plus, puis tu vas avoir le contrôle. Quand tu fais des spin-offs, puis tu laisses d'autres auteurs là-dedans, c'est de la gestion. Puis, Ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué, puis quand tu publies ça sur de l'indépendant, là, ça commence à être le bordel. Mais aussi, il faut lui donner le mérite, là. Il y a combien de bandes dessinées noir et blanc qui pognent à ce point-là de nos jours? Zéro. T'as eu Sin City pendant un bout, C'était Walking Dead, là, il y a de la couleur sur les covers, là. mais pas à l'intérieur. Jamais de couleur à l'intérieur. Ah, c'est génial, pareil. Donc, ceux qui sont intéressés, tu me dis que pour une quarantaine de dollars, on pourrait avoir le premier au moins. Ben, les Comediums se trouvent à peu près n'importe où, on est capable de les trouver, puis vu que la série vient de finir, là, il va y avoir des rééditions à perte de vue. Bah, c'est sûr. Hey, super cool, mais beau pied de nez à l'industrie aussi d'avoir fait un dernier numéro réservé uniquement à ses fans. On va Puis se le encore dire. là, moi, je vous disais, ça a été rock'n'roll de voir comment est-ce que les gens essayaient de faire du cash. Fait que ça a été finalement, là, dans le fond, la course au Batman Dam 1, ça a été la course à Turtle 95. Puis il y avait probablement d'autres courses par rapport à d'autres auteurs, d'autres affaires, parce qu'on voyait qu'il y avait des trucs d'Azzarello puis de certains auteurs qui étaient hors de prix. Là. Les Jokers, là, le trade, je pense, c'était à 50 ou 60 pièces. Ah non, ça n'a aucun rapport. C'est celui qui l'avait oublié puis qui avait fait comme « Ah oui, c'est vrai, c'est lui. » puis C'est qu'il veut celui l'avoir. qui l'a acheté tous les numéros pour 15 pièces, les issues, puis là, qui découvre que le trade est plus cher que ses issues. Ah, ça marche pas. C'est toujours ça, une convention. Et en passant, salutations là, à tous les BDistes québécois que j'ai rencontrés et une mention particulière pour Axel Lenoir qui a aujourd'hui été nominé pour un Chester Award. Quand même, c'est pas rien. Là. Mais là, tabarnouche, là, regarde, ça, c'est tous des événements, des affaires qui sont super tripants. Puis c'est une super BDiste, c'est une auteure qui est incroyable. Donc, on porte chance à nos Québécois quand on va au Comic-Con. ben, l'affaire, là, L'année c'est que... passée, on avait atteint Alice avec Jake Dion. Oui, Puis exactement. cette année... C'est ça. Moi, je pense là, que plus on encourage notre communauté là, de BDistes québécois, d'auteurs, d'autrices, etc., puis plus ça va aller de l'avant, puis plus ils vont avoir de la place. Parce que je trouve qu'il y avait une maudite belle table. Les gens trouvaient qu'elle était loin au fond, mais c'était une belle allée. Il était à côté d'Azzarello, à côté de Troy Little. Puis, à leur place. Christy, il était en face de Yannick Paquette, puis il n'était pas isolé dans un coin quelque part dans la salle marchande. Mais ça, c'est un bon coup de les avoir mis là. Mais chapeau, puis l'affaire, c'est que je considérais qu'il y avait comme une place d'invité d'honneur. Tu sais, Jack plutôt, les gars voyons, je veux juste... Olivier Carpentier de Farad, après ça, Jean-François Vachon, puis Frédéric Antoine de Jimmy Tornado. Cab qui était là, tout le monde était trippant, puis tout le monde avait l'air d'avoir un bel événement. Fait que chapeau à tous vous autres. Effectivement. Est-ce que Stranger Things, après une deuxième saison, certains ont dit décevante, moi je dirais juste Ben, décousu. OK. C'était correct. C'était. Tu sais, est-ce qu'on a passé à autre chose, puis qu'après une seule bonne saison, on peut dire que c'est mort comme idée, puis qu'on pourra jamais aller plus loin? Ils ont décidé de sortir leur troisième saison le 4 juillet dernier. On l'a binge-watché tous les trois. Et honnêtement, je vous laisserai faire votre critique, mais pour moi, la magie a réopéré. Et on a fini ça en radio, on dit souvent là, que ça prend des oreilles de lapin pour avoir une belle journée, là, c'est-à-dire haut le matin, le midi stable, le retour très haut. Ben, dans ma tête, là, Stranger Things, c'est des belles oreilles de lapin. Là. La première saison était écœurante, la deuxième nous a permis de placer des pions qui ont explosé, tant qu'à moi, dans la troisième saison, que j'ai trouvé tout simplement génial. Mais... Ouais, tu dis mais en parlant de moi parce ben, que je te regarde. Parce que moi je te regarde. Je suis comme le bougon de la gang parce que T'es celui qui était le moins enthousiaste. à chaque épisode, je passais en moyenne 2 batteries de cellulaire tellement que j'avais de plaisir.
Qu'est-ce que t'as pas aimé encore qu'on puisse enfin dire ce que nous, on a aimé? Ben, sérieusement, les 50 dernières minutes de la dernière épisode, là, c'est tout ce que j'avais besoin. Ça a été génial. Mais tout ce qu'il y a eu avant, là, j'ai même pas compris pourquoi ça existait. En tout cas, si jamais j'ai des problèmes relationnels, je sais à qui va aller voir, des enfants de 11 ans. Et sérieusement, je suis plus capable d'avoir des séquences d'essayage, de cabine d'essayage dans une série Oh, mais TV ou des n'importe années quoi. 80! Je m'en Ça fait tape. partie de la culture des années 80. Je m'en crisse. Mais moi, j'ai trouvé ça Plus capable. sympathique. Ils ont rien que pleuré sur leur relation tout le long. Mais c'est ça, être adolescent. Je m'en sers. Alan. J'écoute pas la TV pour ça. Oui, mais c'est une série sur les adolescents. Tu t'attends à ce qu'il y ait des réactions d'adolescents. Contrairement aux réactions d'adolescents chez Disney qui sont juste incompréhensibles. Ici, on va reparler de Spider-Man plus tard. Là. Je sais pas dans quel monde vivent Disney, là, mais visiblement, ça fait longtemps qu'ils sont pas allés dans une école secondaire. Là. Non, ça, je sais, ça, c'est sûr Eh, et certain. ça a juste aucun crise de bon sens. Là. Mais il y a une affaire, par exemple, là, que au moins j'ai réussi à me reprendre à la fin, là, parce que c'est l'effet des séries qui sont binge-watchées, qui sont filmées one-shot de même, c'est que d'habitude, tu écoutes un épisode de toutes les semaines, puis il y a toujours un time-lapse qui se passe. À un moment donné, je me suis posé la question dans la série, j'ai fait « Ouais, ils paraissent calés dans leur flou, C'est quoi? » fourette. Puis là, à un moment donné, j'ai comme fait « OK, ouais, il y a eu du temps qui a passé des 3 premiers épisodes, puis après, c'est un 12 heures C'est consécutif ça. qui se passe. » Mais c'est rendu au dernier épisode que j'ai comme fait OK, ouais, c'est parce qu'il y a une 12 heures qui vient de passer. Pendant que j'ai fait, les parents se calaient. Mais même dans la première saison, on avait la même réaction. Surtout les parents du petit Mike, qui sont complètement déconnectés. Puis tu te dis, Chris, sont où tes enfants? Tu sais même pas son Ben, où. je vais pas être chien avec lui, là, mais les parents de Oswald, qu'ils ont eu, ils l'ont crissé dans les égouts puis il est devenu le pingouin, mais les autres, ils l'ont gardé. Ça ressemble à ça. Hein? Mais honnêtement, là, mais c'est les années 80 aussi, hein? Tu sais, je veux dire, les enfants jouaient sans véritablement avoir de permission des parents. Ça peut paraître naturel. Mais, OK, j'ai chialé sur tout, tantôt, on va en parler, mais OK, je vais parler des points positifs. Sérieusement, la gang de Flo, je sais même Mike, Will, puis... Dustin, mais non, tu sais, le faire valoir parce que ça en prend un de sa couleur-là dans la série, Lucas? là. Ouais, c'est celui qui fait rien, là, finalement. Là, Ouais. j'ai totalement oublié son nom. Lucas, puis sa petite sœur, ça a été 2 bons personnages dans la série. Arrête, là. Ben, pas dans la 3e saison, du coup. Moi, je Ben, trouve que sa sa sœur, sœur, oui. a oui, été oui. vraiment Mais, incroyable. sérieusement, Dustin, là, ouais, le Flo... Il est-tu pas pire? Il est-tu incroyable? Il est-tu incroyable? Ah, mais il est vraiment, vraiment solide. Mais puis aussi l'évolution du personnage, du douchebag au pire cave de l'univers. Mais ça, là, Steve. tu t'en vas dans le même bout que moi, là. Si il y a une chose que les scripts de Stranger Things ont réussi à nous prouver avec cette 3e saison-là, c'est que quand tu as un plan efficace et que tu l'étales sur du temps normal, tu es capable de faire un 180 à un personnage puis que ça paraisse pas. Parce que réécouter les premiers épisodes de Stranger Things, la première saison, là, Steve, c'est pas Steve, là. C'est un douchebag. C'est un tough, c'est un genre de Billy c'est un- 1.0. C'est un tough que j'aime beaucoup que Dustin y aurait fait comme, ouais, t'es tout jamais- comme vu, t'as jamais gagné de bataille. On a gagné de bataille. Mais c'est ce personnage-là est magnifique, le personnage de Steve. Écoute, C'est un beau personnage. il est tellement génial, attachant, et sa relation avec Dustin. Là. Mm. Écoute, c'est la relation la plus cool d'amitié, là, ces deux-là, là, ces 2 potes à vie. Mais là. tu sais pourquoi ça appelle autant cette série-là? C'est qu'il y a eu beaucoup de choses de vraies dans cette série-là. Oui. Puis je vais t'expliquer. Des Steve, j'en ai connu. Des gens avec qui, au secondaire, je n'aurais même pas osé m'approcher ou leur adresser la parole. Et qu'une fois sorti de cet univers encadré et hiérarchique dans lequel tout le monde a sa place, puis que tu arrives dans le vrai monde, là, puis que là, tu développes une amitié avec ces gens-là, puis tu te dis, waouh, pourquoi au secondaire, on n'était pas amis? Alors moi, dans ma vie, j'en ai connu des Steve. Et je vais aller plus loin que ça, des Will. J'étais un Will. Ben, ça, c'est parce que dans la communauté geek, souvent, là, c'est parce que souvent qu'on va en parler, tu sais, si tu vas voir vraiment un gros geek, tu vas dire, hey, ton secondaire, comment c'était? C'est tough, hein? Et la plupart du monde vont dire il faisait du wish, ben, il était assis sur le coin du divan, là, puis il faisait un party avec sa bière pendant que ses 2 chums ils étaient en train de decker d'un bord puis de l'autre, puis lui il faisait comme ouais, ben je vais boire, je comptais que je joue au bis. Ben, des Will, moi j'ai été un Will. Dans l'été de ma 6e année au secondaire 1, là, il y a eu quelque chose que moi j'ai pas reçu par la malle. Là. Parce que quand je suis revenu au secondaire avec mes figurines de Star Wars dans mon sac à dos en voulant montrer à ceux que j'avais pas vu de l'été ce que je m'étais acheté durant l'été,
et que je me rends compte qu'ils sont tout habillés en jeans, ils ont des chaînes, des affaires de métal sur le sac à dos. Et t'arrives à la pause en secondaire 1, puis tout le monde sort pour aller fumer. Tout le monde puis toi, va tu comprends fumer. pas, tu fais comme, what the fuck, j'en ai-tu perdu un bout? Puis là, ça écoute du Offspring, puis toi, tu sais même pas c'est quoi un Offspring. C'est quoi ça, un Offspring, puis ça fait quoi dans la vie? Alors, j'ai été un peu Will. Et puis on a tous eu des parents qui ressemblent soit à Hopper, soit à Joyce, soit aux parents du petit Mike. On les a vus, ces gens-là, tu sais. Ouais, est-ce que Joyce a viré un petit peu hystérique dans cette troisième saison-là? Et puis là, à 100%. Hein? Bon, mais au contraire, moi, j'ai trouvé qu'elle était plus supportable. Moi, c'est le personnage que je détestais le plus dans la saison 1 et 2. Dans la première saison, elle avait un patron, tu voyais qu'elle essayait de se débrouiller. Dans le deuxième, Elle est complètement folle. Elle était rendue folle avec ses plans sur le plancher. Puis là, au moindre petite affaire, là, elle devient paranoïaque et elle voit des conspirations partout. Non, OK, vu que c'est une série TV, elle avait raison, là, mais ça, c'est le genre de personne, il faut que tu t'enfermes d'habitude. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis l'autre chose que moi, j'avais remarqué, Pat, puis tu vas pouvoir peut-être m'en parler plus, c'est cette obsession dans les années 80 de façon historique, mais aussi dans la culture populaire du centre d'achat. Ben oui, c'est sûr. Le centre d'achat. Ben, moi, là, j'avais le même âge qu'eux autres là, dans ces années-là. Là. Tu sais, moi, je suis né en 71. Donc, dans les années 80-84, ces trucs-là, j'avais 12-13 ans. Là. Fait que c'est sûr que j'avais vécu le clash horrible du passage au secondaire où je me faisais maltraiter et coup de garde. Tu sais, à un moment donné, j'ai dit à un gars, un gars que je connais qui est policier, j'ai dit, Chris, tu me battais, toi, quand t'étais flot au secondaire. Puis t'es devenu police. T'as un méchant virement, mon gars. Puis il était découragé que j'y réponde ça. Ben oui, t'étais un calice, excuse-moi. Ben oui. C'est ça. Puis tu sais, l'affaire, c'est que moi aussi, je l'ai vécu, l'affaire, parce que je voulais continuer d'avoir des délires avec mes figurines, puis tu sais, de continuer de jouer, puis de triper. Puis t'arrives, puis t'avais rien à faire. Sinon, aller au centre d'achat puis au club vidéo. Puis le centre d'achat est utilisé beaucoup dans la dynamique de Romero, entre autres depuis Dawn of the Dead, qui devient l'espèce de symbole d'une société. À une certaine époque, le centre d'achat, il était toujours... C'était l'Agora. On est au Saguenay, nous autres, le centre d'achat est toujours plein, je ne comprendrai jamais pourquoi, là, mais ça doit être à cause du Tim Hortons. On est peut-être la seule région qui vit encore un boss de centre d'achat. Là. Effectivement, mais c'est ça, c'est parce que même dans les années 90, je sais où tu n'avais pas d'Internet, tu n'avais rien, là, tu sortais le jeudi soir, qu'est-ce que tu faisais? Tu allais au centre d'achat, c'était plein d'enfants. Puis, parce que moi, j'ai connu ça au début des années 90, que c'était moins cool, parce que à partir de 8 heures, les agents de sécurité te crissaient dehors parce qu'ils disaient, tu flonnes dans le centre d'achat, des colis d'ici. Puis en passant, c'est intéressant, parce que ce que tu me dis que tu as vécu dans les années 80, Pat, moi, je l'ai vécu dans le milieu des années 90, et un peu ce qu'Alan a dit, avant l'apparition du téléphone cellulaire puis de tous les réseaux sociaux, nous autres aussi, c'était encore ça. Ça allait moins vite. Nous autres aussi, c'était les centres d'achat. Moi, ce que j'ai vu à Stranger Things, c'était juste à mettre la mode des années 90, puis c'est du copier-coller. Là. Puis on se couchait quand le McDo fermait à 11 h. Effectivement. Puis on allait foirer là, on rencontrait nos petites blondes là, on allait checker nos petites blondes là, on allait entre amis faire des niaiseries, on se prenait en photo dans une cabine à photo, on glandait puis on riait du monde qui passait là. C'était vraiment la chose in. Ah, effectivement. Puis tu passais tes commandes pour faire voler tes jeux de rôle. Ah oui? Si j'ai connu du monde qui faisait ça, c'était incroyable. Ah oui? Ça doit être pour ça aussi qu'à un moment donné, il se faisait bannir d'un peu partout. Ben, c'est peut-être ça ton problème, finalement. Moi, j'ai jamais rien volé, par exemple, mais si il y a du monde... je me rappelle pas, moi, au secondaire, je me rappelle pas la dernière fois qu'un de mes chums m'a payé un jeu de rôle en vrai pour un magasin, là. Ah! Écoute, c'était trippant d'aller au centre d'achat parce que, tu sais, t'avais les passages obligés, là. T'avais l'air de restauration où il fallait absolument que tu ailles manger quelque chose ou boire quelque chose, alors que t'avais crissement pas faim. Non, t'allais glander là. Il y avait, dans le temps, le cinéma qui était dans le centre d'achat. Effectivement. T'avais certaines boutiques où tu savais qu'il y avait tout le temps plein de filles qui se promenaient dans le coin. Tu sais, il y avait les trucs là, un peu comme, les disquaires, les disquaires, affaires de écoute, films. Compucentre. Parce que l'affaire, c'est que... Compucentre, vous souvenez-vous de Compucentre? C'est parce que l'affaire, c'est que pourquoi... j'ai glandé, là. C'est pourquoi un adolescent glanderait au centre d'achat aujourd'hui? Sa musique, il l'a sur Spotify, donc il ne va plus dans les disquaires. Ses films, il les écoute sur Netflix, ce qui est un peu ironique parce que Stranger Things, c'est sur Netflix. Donc, il ne va pas non plus dans les boutiques où ils vendent des films. Tu sais, nous autres, on glandait pour aller voir les sorties, là. Hey, vendredi, il sortait l'album, sortait le film, sortait l'affaire. Ça nous faisait bouger plus qu'aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, il y a une communauté qui fait ça, là, qui attend la sortie de film, qui attend la sortie d'album. C'est pas comme avant, là. Des trucs de même, les sorties de livres. Hey, quand j'ai vu les salles de cinéma pleines dans Stranger Things pour Back to the Future, puis j'ai regardé ma blonde, je me dis, hey, c'est quand la dernière fois que j'ai été dans une salle pleine?
Ben non, c'est arrivé une fois ou Ouais, deux, de temps là, mais en par temps, année. oui. Une fois ou deux par année. Hey, là, c'était tout le temps. Là. Ah, je sais que c'était tout le temps. C'était tout le temps. T'allais au cinéma, puis t'avais toujours un line-up de fou. Fallait que t'arrives 1h30 à l'avance. Tu sais, j'étais allé voir Spider-Man, puis il n'y avait pas tant de monde que ça, là, puis j'étais la soirée même de la sortie, là. Ouais, mais c'est ça, mais les années 80, mais c'est pas juste ça aussi, c'est parce que le monde sortait plus, t'avais moins l'accessibilité qui était à la maison, t'avais pas le choix. Puis c'est le même principe que tous les flous voyagent en bicycle. Comment de passer d'après-midi debout sur ton bicycle en rang à jaser sans donner un coup de pédale, tu sais, c'est parce c'est que fou, ton bicycle était ton moyen d'indépendance, puis c'était ta liberté. À côté du dépanneur du coin pour prendre une slush, à se parler, puis effectivement, tu voyageais sur ton bicycle toute la journée. Ouais, puis c'était une culture qui était différente, mais tu sais, Stranger Things le ramène beaucoup, mais des fois, c'est parce qu'il enfonce peut-être un petit peu trop, puis il pousse un peu trop. C'est parce qu'il joue beaucoup sur la note nostalgique. Puis, tu sais, on va parler du couple de Easter Egg tantôt, mais un moment que vous avez tous beaucoup aimé, puis que même moi, j'ai fait, c'est fucking cool, mais le moment était bizarre, puis le pourquoi, je le comprends pas encore, mais la toune de l'histoire s'en va, Never C'est Ending Story. ça. Mais tu sais, c'est fucking... La petite fille, elle était crispée. Mais tu sais, la petite fille n'a aucun rapport dans la série. On pensait même pas qu'elle existe. T'as avoué 1 minute Elle chante The elle Never chante ça. Ending Là, tu Story. fais comme, OK, c'est vraiment pas le bon moment. Au moins, tous les personnages ont l'air à dire en même temps, What the fuck? C'est parce qu'on va tous mourir. Écoute, moi, l'image de la voiture qui se fait poursuivre par le flagelleur mental, puis tout ce que t'entends, c'est « Story ». Puis là, je fais comme... Je suis dans le salon, puis je fais comme... Mais c'est donc ben bon. Hopper qui peut se faire mitrailler n'importe quand par des Russes. C'est- Puis il écoute la toune, c'est comme, OK. Puis Hopper, qui a servi de The Expendable dans ce film-là, hein, il représentait tout ce qu'il y avait des films d'action des années 80. Ben, il Hey, représente- y en a-tu mangé des volets? Ben, il en a mangé pas mal. Il s'en levait tout le temps. En plus, il s'est battu contre le Terminator. Contre Sauf- Rambo. Non, lui, c'était Fat Rambo. Fat Rambo. OK, t'avais Terminator, puis lui, c'est Fat Rambo. Hey, Terminator, en passant, à un moment donné, il est habillé pareil. Là. Ouais, mais rien qu'il a AK-47 puis il tient dans les mains. Ah, là, c'était ouais, pareil. il était pareil. Puis Même il le bougeait petit de façon. accent. Ouais, mais tu sais, ils ont fait beaucoup par esprit sur ça. C'est mais correct. C'est correct aussi. Tu sais, au nombre des Easter eggs. Il y en avait partout. De toute façon, mais, tout le monde a remarqué que le Mind Flayer qui possède le monde, c'était Body Snatcher. Mhm. Ça, c'était dur de passer à côté. Mais la joke, ils l'ont poussé encore plus loin parce que dans les années 70, dans la première version, les noms, il y avait 2 personnages. Il y en a un, son prénom, c'était Nancy, puis l'autre, son nom de famille, c'était Driscoll. Puis quand il arrêtait pas de t'écœurer avec Nancy avec Nancy Drew, elle a décidé de s'appeler Nancy Driscoll. Ouais, pour rentrer comme se faire passer pour la petite fille de Madame Driscoll. Puis aussi, une des références qui était facile à voir aussi avec le monde qui mourait puis qui devenait des gros slimes, c'était le blob. Mhm. Le blob, c'était le même principe. Il siphonnait du monde, puis après, tu voyais les os qui traînaient à terre, en arrière. Toi qui es un amateur de monstres, il était-tu beau un peu le Mind Flyer? Il était incroyable, le monstre. Moi, là, une de mes passes favorites, c'est l'attaque dans l'hôpital où tu as les 2 gars qui se font attaquer simultanément, qui deviennent des slimes. Et là, le monstre se forme dans le couloir. Le clin d'œil à The Thing avec Ah la oui. créature qui se déploie. Le monstre, là, c'était pas un CGI de merde. C'était pas... Il était écœurant. D'ailleurs, même si c'est pas dans les années 80, quelques clins d'œil à Jurassic Park aussi. Oui, La poursuite en dans voiture. le centre d'achat, qui est le Mind Flayer, La les rendu cuisine. grand, la cuisine avec les raptors qui couraient de bord puis de l'autre. Effectivement. Il y a beaucoup de ça, mais ça, par exemple, dans l'hôpital, c'est parce que ça fait partie des petits problèmes de scénaristique que j'ai trouvé là, à peu près comme quand Eleven se fait ouvrir la jambe, puis qu'à la fin, on dirait que la petite fille, ils l'ont mal dirigé. Ça, c'est une faute de réalisateur, c'est sûr et certain, parce que sur un plan, t'avoues être debout, puis elle tape du pied en faisant comme... On dirait qu'elle sait même pas qu'elle est dans le plan. Puis il change de plan de caméra, c'est le même plan, c'est la même seconde. Elle est rendue sur un banc, assis, puis elle tape du pied. Puis t'as Nancy qui est en train de charger un gun, puis elle tape du pied, puis elle danse. Elle sait pas qu'elle est dans le plan. Mais là, tu fais comme, si qu'ils l'ont échappé, c'est parce qu'elle s'est fait ouvrir la chambre 10 cm OK. de long. Alan, à part toi, qui d'autre a remarqué ça? Alan, qui d'autre a remarqué ça? Ben, c'est important que c'est important que je le fasse remarquer au monde. Puis aussi, quand Pat parlait dans l'hôpital, le monstre, c'est 2 gars de 200 livres qui ont fusionné. Il a pas réussi à péter une porte en bois, mais quand il est arrivé de l'autre côté, il a donné une claque à Nancy, puis elle a levé 20 pieds dans les airs, puis elle a effacé dans un mur. Ouais, mais il était mou, le monstre. C'est comme un slime. Mou le monstre. Ouais, mais il a fait ça à la fille, puis elle a envolé 10 pieds dans les airs. Alan, décroche. C'est un monstre. Il existe pas. Ça, j'ai un autre fait pour toi. Là. Ouais, mais, Le OK. monstre existe pas. Le monstre était pas assez brillant pour défoncer le porte, mais il était assez brillant pour passer des petites grilles en dessous qui étaient beaucoup plus compliquées que défoncer la porte. Ben oui, Passer c'est en un dessous de la monstre. C'est un monstre. Écoute, il a pas eu le temps de réfléchir. C'est un monstre.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? As-tu la taille du cerveau C'était du une- monstre? C'était une petite partie d'une collectivité. Fait qu'elle était Ah oui, à un moins moment donné, brillant. t'es pas assez brillant. Tu as toujours quelqu'un, des fois, dans une boîte de. tu sais, on dit souvent, des Toujours fois, là, dans 2% une de équipe, coco. là, il y en a un qui c'est le crayon le moins aiguisé. Là, C'est c'est lui. le bon. ça. Mais une chose, par exemple, que j'ai trouvé qu'ils ont réussi à merveille, et ça, c'est tout à l'honneur de Stranger Things. Ils l'avaient fait un peu dans la saison 1, mais je trouve que dans la saison 3, c'est quelque chose de remarquable. C'est de prendre tes 4 ou 5 ou 3 petites histoires en parallèle et les faire culminer au même moment tout le temps. Parce que, tu sais, des fois, ce qui arrive dans une série, c'est que mettons que tu suis 2 histoires en parallèle. Là, la première arrive au moment très, très fort, puis là, whoop, tu retombes. Il y en a une plus plate. L'autre arrive. Et là, quand ça allait mal pour une, là, ça allait mal pour les 4. De toute façon, c'est parce que le film, il y a une enquête qui s'est menée sur 4 niveaux d'une certaine façon. Exact. La gang la moins active reste quand même la gang de Mike. Parce que les autres, avant qu'ils soient mis vraiment en danger, ça a pris du temps. Là. Oui. Puis sérieusement, on a vu que dans cette saison-là, ils ont perdu un peu le contrôle de quoi faire avec le pouvoir de Hell. Parce que, à part la faire scanner dans la tête du monde une fois de temps en temps, puis que quand elle commençait à botter des culs une fois de temps... Tu sais, le fait que plus elle scripse les doigts, plus elle est forte, là, ils ont comme peut-être fait... Ouais, à un moment donné, on l'a tout poussé. Faudra pas que ça soit la solution à tout. La solution à tout, donc ça explique peut-être un petit peu la finale aussi sur pourquoi ils ont fait ça. C'est qu'ils ont voulu qu'ils tassent un peu puis qu'ils laissent les autres avancer. Mais, tu sais, Dustin, Robin, puis Steve... Ça fonctionne au bout. Au fond, avec la petite... Même ça cassait pas tannante par moment. Là, Mais c'était ça son rôle. Quand il la casse, Quand là... Dustin la casse parce que c'est une nerd. Ah, Puis il fait ça. comme, ouais, tu me traites de nerd, parce que ça, c'est que tu connais tout ça par rapport à My Little Pony. Ben, Parce que je suis un nerd. Mais ça, cette gang-là, moi, ça a été le M. Toi, tu nous as écrit dans le groupe interne, Alan, MVP, puis je suis d'accord avec Ouais, toi. moi, ça, c'était mon team. Puis MVP à Robin, qui est la fille de Uma Thurman et Ethan Hawke. Était-tu belle un peu? Puis était-tu Ben là, elle géniale? ressemble à sa mère, Puis rien qu'un écoute, peu. Écoute, elle traduit du Elle russe. transperce l'écran. Écoute, Quand ils sont tous les deux on drugs, là, ils sont épiques. Là. ça Ils a sont aucun tellement bon gelés, sens. Ils là. sont drôles. Quand tu écoutes le film, là, écoute, ils sont plus là. Ça n'a pas de bon sens. Et ma deuxième étoile, moi, irait à Hopper, Joyce et l'espèce de fou qui ont cassé tout de suite. Hein. Au début, là, quand il a commencé à faire le Buscamp, je me suis dit, oh non, on n'aura pas un personnage désagréable qui va un peu ralentir le tempo. Mais non, quand il embarque et qu'il décide qu'il devient le traducteur de Smirnoff, Il était-tu génial, là, le pauvre russe. les 4 Ouais. ensemble, Pauvre ça fonctionnait. mais Alexis, ça a été plate un peu. Tu sais, il y avait comme ça, sauf que, tu sais, possiblement, comment le traîner sur une 4e saison, ça aurait été peut-être un peu compliqué. Lequel, ça? Alexis. Ouais, non, puis ça, là, le lui, il n'y avait russe. rien à faire avec ça. Là. Il n'y avait rien à faire avec ça. Mais sauf que je continue à dire, là, tu sais, tous les clins d'œil. J'ai beaucoup aimé aussi que le slime vert, là, qui était de l'acide, ils ont décidé d'appeler ça, de lier ça au Prométhium qui a Oui. créé Cyborg. Cyborg. Mais d'une certaine façon, vu que c'était pas encore inventé, c'était du fucking mutagène. Ben, quasiment, là. C'était le même cylindre, là. C'était pareil à ce qu'on avait vu dans le premier Ninja Turtle. Ouais, effectivement, parce que vu qu'il y avait rien de DC, Victor, qui existait, le Cyborg, ils ont voulu ça du Prométhium. Parce qu'en 85, les Turtles existent, 85. Ouais, Ils sont très underground, très parce que c'est underground, 84 puis le premier Il numéro. n'y avait pas encore eu le premier film où ce que tu voyais le slime 90, vert avec là. le cylindre Ouais. tout. Mais là. puis l'autre affaire que j'ai beaucoup aimé, on a rattrapé ce que moi j'appelle des balles échappées dans la saison 2. Billy. Et selon moi, un personnage échappé dans la saison 2 qui j'ai amène l'impression qu'il- strictement rien. Il voulait le présenter comme ça. C'était comme un point apporté plus tard dans l'histoire. Mhm. Il en avait fait rien qu'un trou de cul, mais Puis dans la saison 2, il sérieusement, amenait rien, là. visuellement, là, au niveau de la TV, ça a été une des plus belles séquences. Quand il s'est réveillé à la fin puis qu'il a dit « J'ai compris, je me suis rappelé que je suis un Power Ranger puis je rentre dans le Mind Flayer moi-même. là. C'était tellement beau. là. C'était superbe. Et la scène, je pense que c'est Pat qui nous l'a dit dans la conversation de groupe, d'attaque du monstre à coups de feu d'artifice. Et là, rafraîchissez ma mémoire, les amis, parce que vous savez que je suis celui qui oublie tout. Je me rappelle pas avoir vu une attaque de monstre au feu d'artifice. Non. Puis écoute, je me rappelle pas d'avoir vu dans un film de ce genre-là une attaque avec autant d'éclairage C'était et de beau? lumière. Parce que l'affaire, c'est qu'il n'y avait aucun détail que tu pouvais pas voir. Parce que Effectivement. souvent, par manque de budget ou par manque de volonté, Ou par parce vouloir que- aussi garder une espèce... ou tu veux toujours cacher ton Christy de monstre, Oui. tu le fais l'attaque dans le noir. Mais là, écoute, ça pouvait pas être plus clair. Ça pouvait pas être Bombardé de feux Puis, tu d'artifice. sais,
Puis, bon, moi, les monstres, je triple là-dessus. Puis, il en a mangé une tabarnouche pendant qu'il se faisait attaquer. C'était le même. fou, ils l'ont distrait complètement. Puis les Russes, moi, des méchants Russes, ça passe tout le temps. C'est tellement 1980. Oui, ça, il n'y avait pas le choix des années 80, mais le BS aussi, c'est que t'es fait cave un peu. C'est Bon, oui, t'es oui. fait naïf un peu. T'es fait cliché. T'es fait cliché, tu sais, c'est comme, hey, vous avez eu un ordre de telle personne, tu fais comme, ah, vas-y. Vas-y. Mais c'est le docteur. Quand le docteur arrive, d'ailleurs, il mange une crise de volée, le docteur. Mais, tu sais, puis là, il rit avec eux autres parce qu'ils répètent tout le temps qu'ils Puis travaillent. aussi, ils ont abusé du pouvoir des années 80 des enfants. Si tu te penches par en avant, tu deviens invisible. Oui. Même s'il y a une porte vitrée. Oui, mais c'est les années 80. Mais honnêtement, là, je trouve que c'est une très bonne saison overall. Maintenant, l'avenir, parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, parce qu'il y en a qui l'ont manqué. Je voudrais donner une mention là, pour donner à Carré l'Ouest, qu'est-ce qu'il y a eu, il a fait des années 80, début 90. Pauvre gars. Le maire, là. Ah, le maire. Ouais, Carré l'Ouest. Ah. Tu sais, Robin Desbois, Roi Colin, Je l'ai compagnie, écouté là. 4 fois. La Ah, je princesse sais. Bouton d'Or. Je l'ai écouté 4 fois le moment où Hopper il sac une volée parce que ça m'a fait du bien. Puis à la fin, qu'il compte les Russes, puis que Alexis se fait tuer, que c'est quand Joyce le voit, fait comme, excuse-moi, il faut que j'aille faire de quoi, un coup de poing d'en face, Ah, s'occuper des chenots. c'est bon. Mais moi, là, ça m'a fait du bien. Un maire, un politicien qui se fait crisser une volée par Hopper, ça me faisait du bien. Ben, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a commencé à essayer de faire du blackmail, puis qu'à un moment donné, le maire fait comme, ben, man, tu prends des pelules, puis tu n'arrêtes pas de boire, ça a job. Là, il a comme fait, ouais, le blackmail marchera pas, j'y pète la gueule. Ah, c'était tellement beau. C'était tellement une belle scène. Puis la chemise à Hopper, là, je la veux. Ouais, pas achetable. Elle n'est pas achetable, mais belle en tabarslack. Bref, pour moi, c'est une saison réussie. Les clins d'œil musicaux étaient tous là. Ouais. Hey, you are cold as ice. Hey, ça, quand ça a parti, j'ai fait comme wow! C'était parfait. Les clins d'œil à la culture pop étaient tous là. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter cette série-là avec ma Ouais, blonde mais qui en a tu eu sais, autant. Puis j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils nous font écouter Retour vers le futur, puis qu'après, il y a une conversation radio, puis ils reprennent la même conversation avec les Russes, mais là, c'était des Russes et c'était pas d'autres personnes, pour le plutonium. Puis, tu sais, c'est la même conversation que le doc a avec Marty, mais... Mais bref, je veux revenir sur cette scène, puis c'est peut-être pas tout le monde qui l'a vu parce que moi, je l'ai eu par hasard. La scène de post-credit, je savais pas qu'il y en Tu avait l'as eu une. par hasard? Ben, c'est parce que Moi, j'ai attendu. je m'en allais pour clencher autre chose, puis en clenchant autre chose, mon curseur a glissé sur la barre où on voit, tu sais, il nous apparaît toutes sortes d'images, là. Puis là, je fais comme, hey, crime, il y a de quoi? Et là, j'ai fait, OK, je vais attendre, mais je ne savais pas qu'il y en avait une. Moi non plus. Qui est l'Américain? Ouais. C'est possiblement pas Harper parce qu'il est encore... Parce que lui, il a traversé de l'autre côté. Je penserais pas que les Russes aient déjà réussi à ouvrir la porte du Upside Down. Parce que ça, c'est un des points que beaucoup de monde ont chialé. C'est parce que depuis la première saison, là, on ne nous parle plus du Upside Down. Non. Quatrième saison, il n'y aura pas le choix de nous ramener ça parce que veut pas, Hopper, il est pogné là-bas. Ben, je pense qu'il a été avalé là-bas, qu'il est pas mort. Ben, il y a eu deux choix. Soit qu'il sautait dans le portail, ou bien qu'il se faisait désintégrer. Moi, j'aurais pris une chance. Je me serais dit, Will a déjà survécu. Je suis allé chercher là-bas. Je suis capable de survivre. survivre. Puis je suis capable de communiquer avec le monde extérieur. Exactement. L'Américain, c'est possiblement quelqu'un d'autre qu'on a totalement oublié. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est Hopper aussi. Ouais, mais c'est trop facile. Trop facile, sauf qu'à la fin, on voit un Demogorgon. Ben, ça, c'était sûr qu'il fallait qu'il ramène un moment donné. Là. Mais vous autres, vous n'êtes pas posé une question. C'est-à-dire? Comment est-ce que tous les Russes se sont sauvés? C'est une bonne question. Parce que là, il y a zéro Russe. Il n'y a plus un Russe quand Il y a la plus force arrive. aucun Russe dans le bar. Ouais, mais Puis il y était une maudite gang. Écoute, ils se sont payés un centre d'achat. ben, j'aurais une autre question pour Ce sera toi. pas long. L'armée américaine au grand complet est débarquée, puis on appelle ça 1984, où tu as un journal par jour, puis le journaliste qui est mêlé comme 10. L'armée est arrivée, ils ont mis une barricade, personne ne l'a traversée, ils ont tous sorti les Russes, personne ne les a jamais vus. L'autre affaire, c'est que, écoute, le maire, il devait être bien payé en esti pour que personne ne se rende compte qu'on a creusé un immense bunker en dessous du centre d'achat, man. Ben, Ça a tellement dû être long à faire. Mais ce qui arrive, c'est parce que c'est un bunker qui liait à la base du deuxième. déjà. Oui, effectivement, mais quand même, Ah, mais c'est tout un bunker. j'ai écouté Umbrella Academy. Pas Umbrella, j'ai écouté Resident Evil avec Umbrella. Oui, Tu sais, Raccoon City, c'est quand même une grosse ville, mais la base en dessous est 22 fois plus grosse que la ville. puis ils s'en sont jamais rendus compte. Hey, Elle est allée où cette terre-là, hein? il paraît que les tremblements de terre de la Californie, là, ben, c'est Raccoon City en réalité. Et on va se le dire, là, ils ont creusé le métro de Montréal, ils ont créé une île, ils ont mis où toute cette crise de terre-là quand ils ont fait le centre d'achat? Ben, t'as jamais écouté L'Agent fait la farce? Ah oui, c'est vrai, quand ils m'avaient à mettre partout. Tu sais, sur le terrain de baseball. la barbe fait 20 pieds de haut, là.
C'est probablement là qu'ils l'ont mis. Mais bref, ben hâte de voir s'il va y avoir une 4e saison. Actuellement, on ne sait pas trop. Ce sera pas long. En chiffres, dans la première fin de semaine, il y a 40,5 millions de comptes qui ont accédé, puis il y en a 18,5 millions qui l'ont binge-watché en 3 jours, ce qui fait que si tu mets ça en box-office, ça représentera en moyenne 222 millions. Puis, ce sera pas long. HBO Max arrive là, de Warner, Disney Plus aussi. Ça t'en prend une 4e. T'as pas le choix parce que tu aurais pu faire ça l'année prochaine, parce qu'en 2020, là, Netflix perd 30 à 40 de son contenu. De son contenu et de son auditoire. De son auditoire. Puis ils ont fait même des stats, là. Il y a environ il y a au-dessus de 10 des membres actuels qui disent là, que s'ils cancelleraient, ils se abonneraient rien que pour écouter Stranger Things. Ça fait que s'ils lâchent ça... On en marre. Parce que Netflix, là, avec le modèle qu'ils ont présentement, là, ils ne survivent pas aux 5 prochaines années. Effectivement, ils sont en marre. On passe d'une gang d'adolescents à une autre gang d'adolescents. Puis je te parlais un peu plus tôt de Stranger Things qu'ils ont réussi à capter c'était quoi être adolescent en 1985. Je pense qu'ils n'étaient pas trop à côté de leur pompe. Je pense qu'ils ont représenté pas mal tout ce qu'il y avait de type d'adolescents. Maintenant, on va passer à ceux du Marvel Universe. Non. On va parler de vrais adolescents américains. Au secondaire, tu es multimillionnaire, tu roules en Corvette, puis tu fais des voyages à travers le monde. Tu couches avec personne, puis tu cours après ton premier béco, ça joue, puis il n'y a pas de sexe, puis il n'y a pas de bagarre. Puis être un tough, c'est être dans l'équipe de nerds. Écoute, sur les adolescents, Disney l'échappe complètement. C'est une vision utopique qui n'existe pas, malheureusement. Et sans compter que c'est des enfants qui vivent très bien avec la tragédie. Il y a 4 milliards de personnes qui sont disparues, sont réapparues 5 ans plus tard, en 1/8 de seconde. Ils appellent ça le blip. Et la seule conséquence, c'est que ton secondaire 3, à place de le faire à 15 ans, tu le fais à 20 ans. C'est incroyable. C'est aucune conséquence. Sérieusement, le monde soit réapparu. Le gouvernement s'est reformé le lendemain. Ils ont juste reparti les usines qui étaient fermées. Il n'y a rien à reconstruire. Puis le gars, il a appelé à la banque. Il a fait, finalement, je suis encore vivant. Il a fait, d'accord, monsieur Tremblay, on réactive votre compte. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a aucune conséquence. En Europe, là, tout est beau, tout est propre. Moi, je pense encore aux extraterrestres qui ont abandonné leur station orbitale de 3 millions de personnes, là, puis qui ont obligé de changer les filtreurs à air. Il y en a 1,5 million sont revenus, sont morts suffoqués, pauvres extraterrestres. Ouais, c'est comme ça. Il s'est rien passé. Rien. Tu sais, t'as le même... T'as la même industrie touristique après cette catastrophe. Oui, ça marche de la même Il n'y a façon. même pas de bidonville. Non. Puis tout ce qu'il y avait en Europe qui a besoin d'être... excusez-moi, là. Tout est beau. Il n'y a pas de réfugiés. Non. C'est pas long. En Nouvelle-Orléans, là, il y a eu un coup d'eau. Tabarnak, ils ont tout pillé les maisons puis ils les ont brûlées. Ah oui. En une semaine. Et il n'y a rien eu en 5 ans. Tout est revenu à normal. Ils ont retrouvé leur job, ils ont retrouvé leur maison. Le gazon t'avais pas fait depuis 5 ans, c'est pas grave. Puis les 300 personnes qui étaient dans l'avion, que le pilote a disparu, qui sont morts, on s'en crisse. Tout le monde qui était sur l'autoroute, parce que les chauffeurs ont disparu à 120 km/h, qui ont tué leur famille, puis les autres qui étaient poignés là-dedans, Non. on s'en crisse. Zéro conséquence. On appelle ça le blip et c'est drôle. Oui, c'est drôle parce que à cette heure, le petit gars de 2e année est rendu genre un adolescent, puis c'est comme wouh! Hey, on a vu des films catastrophes qui avaient moins de monde qui mourait, là, pour se ramasser dans Mad Max. Je sais. Il n'y a aucun apocalypse Écoute, à cet zéro événement-là. conséquence écologique. Rien, là, tu sais. Il n'y a même pas... Écoute, ça n'a pas de sens, là. Il n'y a rien qui a T'sais, changé. C'était débile, inouï. C'est assez spécial. Maintenant, il faut que tu passes au travers de ça si tu veux écouter le film. Mais t'imagines-tu aussi tes pauvres gars, là, que dans le blip, là, t'as disparu à traverser la rue, là, 5 ans plus tard, tu réapparais là, mais tu te fais frapper au même moment parce qu'un char décide d'être passé? Ouais, c'est très possible. Sauf que là, ça devient de la suranalyse, mais c'est très possible. Ah ben, qu'ils ont décidé de bâtir un mur où ce que t'étais disparu, tu réapparais dans le mur. Possiblement. Tu dois faire un calice de saut chez vous, il y a quelqu'un qui apparaît à travers de ton plancher puis il coupe en deux, là. Ben, tante May, elle l'a dit, hein, je suis apparu chez nous, puis il y avait du monde qui avait loué mon logement, puis j'ai récupéré mon logement. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai tellement des pensées débiles, là. Ouais. Écoute, t'es disparu en faisant coup-ci, coup-ça, puis là, tu réapparais, réapparais, mais tout seul. pas à travers la bonne personne. Tout seul. Tu fais coup-ci, coup-ça dans le vide. Mais ça, c'est un peu spécial de la façon qu'ils ont... Mais mettons que tout ce bout-là... Si t'as disparu d'un avion, tu réapparais-tu dans le ciel? Très possible. Mais tout ce bout-là, mettons que je le mets de côté pour garder le film en tant que tel, soit l'histoire en tant que telle. Mettons, bon, Tony Stark est décédé, tout le monde est revenu, Ah oui, blablabla. puis un point par rapport au fait que toute la planète Terre pleure Tony Stark.
Quand le snap est arrivé, il a dit « Fuck le monde, je pars en retraite ». Black Widow s'est occupé de la police mondiale pour amener la paix partout. Personne n'y a fait un fucking monument. Elle n'a même pas eu de funérailles à la fin d'Avenger Endgame. Non, elle est morte, c'est tout. Elle est morte. Elle est morte. Elle a ramené la pierre de l'âme de sa vie. Puis oui, Elle est morte. Tony Stark s'est suicidé pour éliminer l'armée de Thanos, mais c'est Hulk qui a ramené tout le monde, qui a Oui. causé le blip. Mais c'est Tony Stark, le héros. Parce que c'est lui qui a parti sa franchise il y a 10 ans. OK, c'est vrai, c'est Disney. Si tu vends des jouets, t'es une vedette, OK? Excuse-moi, j'avais perdu le point. Effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais le film en tant que tel, parlons du film en tant que tel. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai trouvé ça drôle, Oui, j'ai trouvé ça J'ai eu sympathique. plus de fun que le premier. Bon, J'aime toujours pas Tom Holland en Peter Parker Spider-Man. moi, il me dérange pas. Ben, c'est celui que j'aime le moins jusqu'à maintenant. L'idée du méchant Mysterio, de la façon qu'il a été apporté, c'est correct. Au moins, Nick Fury est encore un Chris de cave à la Captain Marvel, mais sans rien vous spoiler, à la fin, dans le deuxième... On je peux règle le dire, problème. On règle le problème, on sait pourquoi. Mais Mysterio, ils l'ont tellement bien emmené, là. Incroyable. Je trouve que c'est un des meilleurs méchants du Marvel Universe depuis un petit bout. Ouais. Je vais te laisser en parler parce que tu as beaucoup aimé beaucoup de mais moi, par après, je vais ramener tous les côtés négatifs de Ah ça. ouais, tu vas faire ça? Ah, Ben oui, parce ok. qu'encore une fois, j'ai suranalysé, il paraît. Quelle surprise! Tu vas nous amener des points négatifs d'un film. N'empêche que Mysterio, d'abord, visuellement, c'était impeccable. Visuellement, c'est génial. C'était superbe. Le personnage, ses illusions. D'abord, ils C'était ont parfait, respecté là. le fait, parce que moi, j'avais beaucoup de peur en voyant les previews qu'on ait attribué des pouvoirs à Mysterio. Moi, je pensais qu'on allait avoir affaire à quelqu'un qui avait des pouvoirs, puis je trouvais ça un peu plate parce que Ben, avec le doute de l'univers parallèle, on C'est espérait ça. qu'ils s'en aillent pas là, mais ils l'ont bien apporté. Il était très beau. bien amené. Puis le fait que Tom Holland et Jake Gyllenhaal, ils ont comme... Tu sais, ils ont bondé. Ils sont comme devenus des Il y avait une chums. chimie, Il y là. avait une chimie, ça fait que ça a beaucoup aidé pour le film. Puis honnêtement, les images étaient superbes. Quand Peter Parker affronte Mysterio pour la première fois, puis qu'il réalise que c'est des illusions, puis que là, il est mêlé, puis on lui fait voir toutes sortes de choses jusqu'à un Tony Stark qui sort de la Terre, puis c'est de belles images, c'est bien fait. Ouais, à la fin, mais sauf que c'est ça qui risque, parce qu'en plus, dans le film, il y a un point qui était bizarre aussi, c'est que Marvel, Disney se sont rendus compte qu'il avait rushé Spider-Man. Il en avait fait un adolescent prépubère un petit peu bizarre qui rushait sur tout, puis qui faisait des petites jokes une fois de temps en temps. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié le Spider-Sense, puis ils se sont fait dire en Chris, qui est devenu, malheureusement en français, il l'a appelé le chatouillis. Le chatouillis. En anglais, je pense que c'était le Peter Tingy, quelque chose Le genre. tingling. Ouais, le tingling, le ouais, Peter, c'est un- tu sais, en tout cas, mais sauf qu'il a appelé ça le petit chatouillis. Et aussi, il avait oublié de faire le fait que c'était un gars qui était super brillant, ça fait qu'à un moment donné, il a expliqué la physique quantique en une phrase, puis le monde a fait, qu'est-ce que tu dis là, puis quelqu'un a fait nerds. Là, c'est un génie. Ouais, mais je le trouve quand même bien réussi. Non, mais moi, ce que j'ai, c'est qu'on a vu qu'ils ont essayé de rattraper quelques points qu'ils avaient oubliés sur le personnage. Ils ont fermé des portes, effectivement, puis ça a bien fait. Même si le film tourne encore tout autour de Tony Stark, pareil. Là. Ben, c'est le point que je veux apporter. Là. On parlera un petit peu des illusions de Quentin Beck. C'est qu'on se rend compte que Quentin Beck, c'est lui qui avait créé le BAF, qu'en français, il appelle le vomi. Dans Civil War, la réalité virtuelle, où Il voit son Tony père, Stark utilise puis tout. ça pour faire de la psychoanalyse, là, hein. C'est le gars qui a créé ça, donc il explique comment il fait ses illusions. Mais Tony Stark l'a calissé dehors. C'est que le gars s'est frustré. Il a pris d'autres employés frustrés qui se sont fait crisser dehors parce que Tony Stark, aussi fin qu'il peut l'être, il a toujours été un industrialiste trou de cul. Ben, il a envoyé tout le monde dehors. Puis ça, c'est génial. Par exemple, la connexion avec les autres films, d'aller rechercher ces acteurs-là, j'ai trouvé ça bien. Effectivement, c'est que là, tu as toute une communauté qui sont anti-Tony Stark, qui veulent le tuer. Puis ça, ce qui lève le point de Tony Stark a créé Ultron. C'est lui qui est en arrière de la technologie des hélicarrières qui allait tuer tout le monde dans Winter Soldier. C'est lui qui voulait dans Civil War faire un super système de contrôle de l'humanité au grand complet. Et dans celui-là, il a créé un satellite qui peut donner le contrôle à n'importe qui avec des drones tueurs qui peuvent éliminer n'importe qui sur la planète en 1/8 de seconde. Et ça te prend rien qu'une paire de lunettes, puis tu dis Edith, tue la planète. Non, l'as-tu écouté le film où t'as écrit une thèse sur le film? Ça fait que moi, mon plan, c'est que Thanos, depuis le début, avec les gemmes toutes, il avait vu que le seul moyen de réussir à tuer Tony Stark, c'était son plan machiavélique, jusqu'à la fin, tout le monde revienne, puis que lui meure, mais qu'il a tué Tony Stark, qui allait éliminer l'univers éventuellement. C'est que le super vilain du MCU, c'est Tony Stark.
Mais non! Oui. C'est non! C'est des drones, c'est sympathique. Il s'est fait voler, puis là, Ben oui. Spider-Man les a. Fait que c'est Ouais, oui, correct. mais pas rien que ça. Tony Stark avait pris une retraite, il s'occupait plus de rien. Spider-Man était mort. Quand Spider-Man est revenu, lui, il est mort. Mais entre-temps, il avait quand même eu le temps de faire le satellite puis de dire « Je vais le donner à Peter Parker qui est mort. » Ouais, mais ça se peut que ça se soit passé avant Infinity War. Mais OK, et puis, ouais, mais ce satellite-là, qu'est-ce qu'il faisait dans Parce que ces lunettes-là, ils les avaient pendant Infinity War. Ouais. Ça se peut qu'il ait tout fait ça avant l'événement d'Infinity War. Ça, c'est très possible. Là. Mais sauf que c'est écrit... Puis qu'il jugeait juste que Peter Parker était pas prêt. Puis Là. j'ai beaucoup aimé aussi les lunettes, c'est que je donne le pouvoir à Quentin Beck. Quentin Beck, je veux que tu tues Peter Parker et Hogan, mon meilleur ami. OK, c'était petit druide, on va tuer n'importe qui. Et après, à la fin, Peter Parker empoigne les lunettes sans aucune identification, sans que Beck redonne le contrôle. C'est comme, Monsieur Parker, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, arrêter le mass murder. OK, mais pourquoi que le drone voulait le tuer? Ça prend vraiment une lunette d'en face pour qu'il la reconnaisse. Le drone n'était pas capable de le faire lui-même. Je sais pas, moi, peut-être qu'il a besoin de prêter les lunettes à quelqu'un Ouais, d'autre, mais puis sauf que que- quand ils reviennent, c'est à lui. Le drone, il faut qu'il fasse de la reconnaissance faciale pour réussir à le tuer. Mais moi, je pense que c'est le même genre de lunettes que celle de Clark Kent, où quand il mettait ses lunettes, personne ne savait que c'était Superman. Puis quand il enlevait ses lunettes, personne ne reconnaissait que c'était Clark Kent, pas de lunettes. Et ça, ça doit être lourd à aller faire ton épicerie, Alan. ça doit tellement être difficile, là. Ça doit être long, hein. Est-ce que tu lis chacune des boîtes que t'achètes? Pas besoin. Tant qu'il y a des ingrédients qui peuvent me tuer, moi, je les apprends. Je suis tellement négatif sur tout. C'est quand, polysorbate 60. Ça doit tellement être lourd, là. Honnêtement, là, quand ta mère t'a allaité, là, ça devait être long, là. Ça devait tellement être long, là. Ça devait être vraiment pénible. Tu m'as genre Peut-être enlevé toute joie de vivre. peut-être qu'elle me donnait du plomb et du mercure. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils t'ont fait boire, là. Mais, tu sais, écoutez pas Alan, c'est bon, Spider-Man. Ouais, je dis pas que le film est mauvais. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est juste qu'il y avait quelques petits détails. Ce qui est le fun d'Alan, c'est que tous les petits détails l'énervent. Mais on parle d'un fucking gars qui a les pouvoirs de l'araignée, puis ça le dérange pas. Ça le dérange pas. Hey. Ça, c'est pas grave. N'importe ça. qui peut coller après un mur s'il est lancé assez fort. Tu sais que le fait que le gars ait des pouvoirs d'une araignée radioactive, ça passe. Mais le reste passe pas. C'est comme ça. Hey, Black Monkey. Ah. OK. On arrête tout ça, là. Ouais. T'es sûr que tu peux parler de Mysterio avec ses belles illusions? Mais juste pour vous dire que les 4 Elementals, ça respecte les... Je pense que c'est ce que Steve Ouais. Ditko avait fait dans les années 60. C'était vraiment le premier ennemi que Mysterio avait créé pour essayer de devenir un super-héros puis essayer de faire tomber Peter Parker. Mais c'était beau, par exemple, aussi, les Elementals. Il était bien il fait. était super, super beau. Le plan était super bien monté. Ouais. Puis le fait que, heureusement, que Peter Parker n'avait pas travaillé sur Spider-Sense avant parce que ça aurait jamais marché. Parce que, mettons qu'on aurait eu un Tobey Maguire, ça aurait arrivé, il aurait fait puis il aurait été facile le gars dans le pot de l'autre côté. Ça Ouais, aurait mais pris 2 Tobey secondes. Maguire, il aurait dansé. Puis il aurait pleuré. Puis il aurait probablement été en tutu voir MJ faire une pièce de théâtre poche. Fait que ça aurait pu marcher Puis pareil. j'ai beaucoup aimé, par exemple, le fait de MJ en faisant comme qu'il avait comme guessé qu'il était Spider-Man parce que au niveau subtilité, c'est vrai qu'il Ah, l'avait sérieusement, c'est sûr que c'est lui. Mais d'ailleurs, Mais est-ce elle est que- tellement géniale, MJ. Oui, elle est là. vraiment Moi, je cool. l'adore, cette pas. On peut MJ-là. s'embarquer sur la Oui. première scène post-credit. Je pense que l'Internet Oui. est tellement spoilé qu'on celle peut embarquer. de, finalement, J. Jonah Jameson est à la tête d'un blog, je pense, ou d'un espèce de truc de Ben, fake news. Si on prend le jeu de PS4 de Spider-Man, vu que J. Jonah Jameson avait perdu son poste, il s'était lancé sur un podcast, puis il était un podcast anti-Spider-Man. Ouais, fait que c'est un peu ça, puis on voit qu'ils ont repris le rôle à... Comment est-ce qu'il s'appelle cet acteur-là? J'oublie toujours son nom. J.K. Rowling. J.K. Rowling. C'est ça, J.K. Rowling a repris son rôle. Ça, c'était un beau clin d'œil. Et la fin me fait beaucoup penser à Civil War. C'est-à-dire que là, on a exposé l'identité de Peter Parker, ce qui, moi, me faisait penser que la scène suivante, on allait revoir Vulture avec un Secret Six ou un... Non, ben, ils ont fait le coup avec le deuxième Spider-Man chez Sony. Puis, pour vous expliquer peut-être pourquoi ils n'ont pas osé faire ça, c'est parce que, tu sais, veux pas, là, ils nous ont présenté J. Jonah Jameson. Dans le premier film, il y avait Mac Cargan qui était là, qui est le Scorpion. J. Jonah Jameson, c'est lui qui a payé pour la création du Scorpion. Ça fait qu'il y a déjà un certain lien qui est là. Mais, Vulture est encore là. mais c'est parce que le contrat Sony, Marvel, permettait 3 films. Si un des films, non, ça prenait un film qui sautait le milliard. Homecoming n'a pas fait le milliard. Lui, c'est sûr qu'il va le faire, mais sauf que il n'y avait rien qui pouvait le prédire qu'il allait vraiment le faire. Si lui faisait pas le milliard, le 3e film n'arrivait jamais.
Mais là, il va probablement en avoir un. Oui, effectivement, parce qu'il va faire le milliard d'ici la fin de semaine. Donc, on pourrait s'attendre à quoi comme histoire? Il parle beaucoup de Craven parce qu'ils veulent pas amener aucun vilain qu'on a déjà vu à l'écran. OK. Donc, pas de Venom. Puis Craven est quand même un chasseur, qui voulait augmenter sa popularité en faisant comme je vais chasser un super-héros. Mm-hmm. Puis McCargan, ben lui, ce qui est le fun, c'est que vu que tu as mis J. Jonah Jameson là, tu peux faire le méchant de début. Effectivement. Puis après, tu ramènes Craven par après. Ça peut être intéressant, mais moi, je pensais qu'on allait s'en aller vers un Secret Six ou un truc de même. J'étais un peu déçu. Non, c'est parce que ça, Sony l'ont planté, ils peuvent pas le ramener, ça. C'est pas les Secret Six, Non, c'était quoi? les Sinister Six, ouais. Moi, je suis déçu. C'est ça que je voulais voir, moi. Ben, on voulait tout le voir, mais comme je vous dis, Sony l'a planté, ça. Ils peuvent pas le ramener, là. Ouais. Ben là, C'était le plan du 3e film de Sony, puis ça fait pas assez longtemps, puis il faut qu'il y ait sur du différent, parce que s'ils ramènent tous des méchants, on veut-tu revoir vraiment Dr. Octopus déjà? non, pas déjà. Tu veux-tu revoir le Green Goblin? Oui. Ah oui. Moi, je m'attendais à avoir une mention à Osborn dans ce Mais c'est film-là. parce que le Green Goblin, dans ce type d'univers-là, fitterait un peu bizarre. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas encore présenté un Osborn. Ouais, c'est sûr. Ça pourrait être... Tu sais, t'as comme la vie au grand complet de Peter qui est là sans Osborn. Mais moi, je m'attendais à avoir une affaire comme ça. J'ai été un peu déçu. Puis la deuxième scène post-credit, bon, on vous la dira pas, vous la découvrirez si vous allez voir le film, là, mais... Mais ça confirme ce qu'on disait sur pourquoi il n'avait pas crissé dehors James Gunn avec la 4e phase qui allait être où il n'y a plus d'oxygène. Ouais, parce qu'effectivement, c'est vers là qu'on s'en va. Messieurs, on se retrouve dans 2 semaines? Oui, dans 2 semaines. Dans 2 semaines!